Allez, bon courage camarades. Bonne journée. Il faut des dons hein, pour la casquette, il faut des dons. Bonjour. Bonjour Bercy. Ta-da-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Comment ça va les gens? Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment, bien le bonjour, j'ai vu que vous étiez là. Bonjour Nagwal qui est là, Dia85, Colette Poème, Radio Cara, bien le bonjour à toi. Qu'y a-t-il d'autre? La propriété c'est le vol qui est là. Poutreur, impeccable. Qui met des petits cœurs à côté de Marcel. Petite bulle qui est là aussi, bien le bonjour à toi. Et qu'est-ce que t'en dis qui est arrivé? Let's go. Scalp 7 aussi. Cladmi, bien le bonjour à toutes et à tous. Bon, comment ça va ce matin là? Prêt pour aller manifester ou comment ça se passe là? Bon, on m'a rajouté du rab alors que j'ai manif à 10h30 quoi. Je sais pas comment on va faire. Je vais faire Hermione Granger, je vais revenir dans le temps. Salut Blablalo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien écoutez, ce matin on va parler de plein de trucs. On va commencer tranquillement par... Enfin tranquillement non, mais on va commencer peut-être par un peu d'actu, en dehors de la réforme des retraites, etc. Je voulais lire un article peut-être sur le... Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu deux énormes séismes entre la Turquie et la Syrie. On va peut-être lire un petit article de Libération là-dessus, même si c'est pas l'actu la plus fun qui puisse être. Mais bon, il faut aussi voilà, voir et s'intéresser à ça, voir ce qui s'est passé et peut-être voilà, on va suivre ça. Et puis après, j'ai plein de choses sur les questions des retraites et de l'énergie en fait. J'ai fait les deux. J'ai vu des images plus vidéos, courage à LE. Alors on va pas montrer d'images et de vidéos ce matin, je pense. On va lire un article de Libération qui est déjà assez, voilà, qui est qui sont des témoignages de personnes qui ont vécu ce double séisme, qui sont donc déjà très parlants évidemment. Je vais pas montrer d'images et tout parce que bon, je fais pas dans le sensationnel ici. Et si vous voulez voir des images, vous pouvez en voir partout sur internet, je suppose. Salut Poil 1000. Les articles se suffisent. Vraiment, je l'ai lu, l'article, il est très très... Enfin, voilà, on comprend très bien ce qui a pu se passer. Et ce que je voulais voir aussi, c'est précisément sur la map où c'est, parce que ça a l'air quand même de plutôt correspondre au Rojava, là, la frontière turco-Syrie, en fait. Ce que je me disais en lisant l'article tout à l'heure. Ah oui, n'hésitez pas à refresh. N'hésitez pas à taper sur F5. C'est ça, pile poil, ouais, on est d'accord. Alors on a beaucoup parlé du Rojava ces dernières semaines. Et donc c'est une région qui a l'air d'être très concernée par ce tremblement de terre. Donc on ira peut-être voir aussi sur la map, etc. Précisément. Pas loin du tout, ok. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Ok, et bien écoutez, on se lance tranquillement, c'est parti. Alors je vais couper la musique parce qu'on n'est pas un stream musical ici. Tac, hop. Et donc après, je peux vous présenter parce qu'on va lire. Ah si, c'est bon, parfait, ça c'est mis. Donc un récit de Libération sur le séisme, donc Turquie et Syrie, à l'épicentre du malheur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis moi? Je voulais faire un truc sur les... alors attendez, je vais classer.
Ah, on peut lire un article sur nous-mêmes. Regardez, un article sur nous. On va lire un article sur nous. Voilà, ça nous permettra de nous détendre. Ça nous permettra de nous détendre après l'article sur ou les cours en plus. Mais peut-être qu'il y a des commentaires. Ah non, il faut publier. Ah, il y a 0 commentaire. Ah, dommage. C'est les petits commentaires de droitards qui commentent cela. Et ensuite, je voulais faire un truc. Donc, commencer par les pompes à chaleur. Une vidéo qui est sortie du Monde la semaine dernière. Parler de la relance du nucléaire. Il n'y a pas assez de travailleurs bien formés pour construire les nouveaux réacteurs, etc. Un article de Nolwenn Veller. Et ensuite, enchaîner sur une vidéo de Blast où on parle du rapport entre écologie et réforme des retraites. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire une telle réforme des retraites dans un cadre de pensée écolo et donc, évidemment, le travailler plus égale produire plus égale c'est pas du tout la bonne idée. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi des témoignages j'ai un reportage sur Saint-Gobain où les pensions des retraités qui fait tourner l'économie. Des choses sur, chez le Bondi Blog, précarité, pénibilité et travailleuses de la propreté remontée contre la réforme des retraites. L'article date un peu, mais il est intéressant parce qu'il s'intéresse à une catégorie professionnelle particulière, qui est déjà évidemment une catégorie professionnelle plutôt précarisée, donc les travailleuses de la propreté. On peut se faire plaisir, mais je ne sais pas si on lira ça sur l'affaire du SOP, du SOP qui s'est débattu sur France Inter et qui finalement, tout ce qu'il a dit, c'était faux. Donc comme d'hab, pour Olivier Dussopt, souvenez-vous, il est accusé de favoritisme là, vis-à-vis d'une entreprise de gestion d'eau. Il a dit non, on n'a rien retrouvé chez moi. Et Mediapart a attendu qu'il se débatte et Mediapart est revenu et a fait si, en fait on a eu accès aux documents qu'on a retrouvés chez lui, ça dit ça et ça. Voilà, merci, bonsoir. Donc voilà, classique Mediapart. Je ne sais plus qui a mis sur Twitter un article Mediapart pour la 4, mais voilà, c'est entrée plat dessert. Il va sûrement se redébattre et reprendre un petit coup derrière. Voilà, ça va être sûrement quelque chose comme ça. Donc on va voir un peu. On va voir si on a le temps de le lire. Bien le bonjour, la panthère du Love. Comment tu vas ce matin? Ospol chez Dussault, exactement. Alors, non mais on peut le lire peut-être après le témoignage. Voilà, on va faire ça. Ok. Tac. Alors je vous propose donc qu'on commence par le séisme Turquie et Syrie à l'épicentre du malheur. Alors attendez, je vais juste lancer ma boîte à son là. La boîte à son. La boîte à musique, attendez, je la tourne. Voilà. Et je vous mets le réveil quand même pour qu'on se réveille tranquillement. Allez, c'est parti, petit réveil. On se lance. Réveil matin, 15h. Il est 5h. Il est 20h, bonsoir à tous. Il est minuit. Il est 10h, messieurs. Ah, il est tôt là, non? C'est trop tôt. C'est pas trop tôt. Ça pique. Regarde, c'est le matin. C'est l'heure de se réveiller. Voilà, j'aime bien quand quelqu'un gueule comme ça. Ah oui, le réveil, voilà, le réveil. Tout le monde a envie du réveil. Merci Poutreur de ton entrain ce matin. Merci beaucoup. Allez, au milieu des décombres, on se lance dans cet article donc, de Libération. Récit, séisme, Turquie et Syrie à l'épicentre du malheur. Au milieu des décombres, les habitants des localités proches de la frontière turco-syrienne aussi entre choc et désespoir. Après les 2 tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé lundi au petit matin. Dans la soirée, on dénombrait plus de 3000 morts et 15 000 blessés dans cette région, sachant qu'évidemment, comme d'habitude dans ce genre d'événements, le nombre de morts ne fait qu'augmenter au fil des jours parce qu'il y a énormément de gens et de corps ensevelis sous les décombres que l'on découvre peu à peu. Alors certaines personnes sont sorties vivantes des décombres, mais c'est assez rare, bien évidemment. C'est un article d'Ala Konmani et Kylian Kogan, envoyé spécial à Adana en Turquie pour Libération.
Et il y a les répliques aussi, mais les répliques, généralement, ça se fait assez rapidement, non? Je me souviens plus de mes cours de SVT. C'est pas... Non, non, c'est 3000. Non, 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 c'est pas 20 000 morts à deux quarts. Non, bon, il y en avait 1500 hier soir quand j'ai checké. Et là, c'est 3000. Je pense que c'est les mêmes chiffres partout, hein. Je peux regarder chez Le Monde, par exemple. Ah bah là c'est 4300 maintenant. Mais c'est pas 20 000, c'est plutôt cet ordre-là. Et au moment où l'article a été écrit, c'était encore voilà, 4500 chez Le Monde. Oui, les répliques, généralement, c'est juste après, ouais, c'est ça. C'est quelques secondes après. Alors, éjectés de leur lit à 4h17 lundi par une effrayante secousse, des millions d'habitants du sud de la Turquie et du nord syrien se sentent miraculés. Leurs récits se ressemblent et racontent à la fois la terreur, l'instinct de survie et la dévastation. Dans la bouche de ceux qui ont survécu, heureusement bien plus nombreux que les victimes, dont le bilan, forcément très provisoire, s'élevait lundi soir à plus de 3000 morts, et donc ce matin c'est 4500. Les mêmes mots reviennent, les meubles qui bougent, qui dansent même, le fracas, les bris de vaisselle et les hurlements d'épouvante, poussés par les adultes comme par les enfants, puis les bousculades dans les escaliers, encore debout la fuite en pyjama dans les rues glaciales, et pour certains, l'immeuble qui s'effondre sous nos yeux quelques instants plus tard. La mort m'a réveillé d'un sommeil profond sans m'emmener avec elle, résume poétiquement Louet Abou Joud, 32 ans, depuis Gaziantep, dans le sud de la Turquie. J'ai senti ma chambre m'emporter vers la droite puis revenir. J'ai pris ma fille de 6 mois dans les bras en la serrant fort. 10 secondes pour la sentir bien en vie. L'immeuble bougeait et les hurlements de nos voisins étaient terrifiants, si bien que j'ai crié à mon tour de toutes mes forces pour évacuer un peu de ma peur. On s'est tous précipités dans les rues, bloqués par la neige. Les uns portant les autres, les grands enfants avec de plus petits dans les bras, poursuit le jeune père originaire d'Alep, la ville martyre syrienne située à une grosse centaine de kilomètres plus au sud. Alors évidemment, ouais, je redis, hein, mais vous y attendiez en lisant ça, c'est une série de témoignages sur ce qui s'est passé. Donc si des personnes n'ont pas envie d'entendre ce genre de témoignages, vous pouvez revenir d'ici une dizaine de minutes, je dirais. 9h, 8h30, on aura terminé. On n'a plus de maison. Le séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé des zones très peuplées des deux côtés de la frontière turco-syrienne. L'épicentre de la première secousse est situé à 60 km à vol d'oiseau de la frontière entre les villes de Gaziantep et d'Antakya. On va regarder où c'est alors. Google Maps. Hop. Oula. Gaziantep. Pourquoi c'est tout blanc là? Ça marche pas, hein. Ah, c'est bon. Alors. Ok. Gaziantep c'est là et Antakya c'est... Donc il y a Alep plus au sud. Ah ok, c'est là. Ah oui, quand ils disent Antakya, c'est Antioche. Bonjour Zipolette, comment ça va? Voir plusieurs... Ok, il me semble qu'il y a des répliques plusieurs jours, voire plusieurs mois plus tard. Ok, Baleno. Ok, bah je connais pas, je connais très peu... je connais très peu, enfin je me souviens plus du tout de comment ça fonctionne des séismes en effet. Voilà, ok. Donc c'est plutôt comme sur la partie ouest de la frontière syrio-turque. Et en effet, c'est pour ça qu'Alep est aussi concerné, parce que l'épicentre est pas si loin que ça de ce côté-là. Ok. Et donc la partie, parce que je me posais des questions du coup pour le Rojava et tout, mais le Rojava c'est comme plutôt à l'est. Mais je suppose qu'il y a des gens aussi qui sont concernés par cela, quoi. Yo les gens, petite pause de taf pour profiter du live. Force à toi, Lex Tutor, force à toi. Bien trop tôt. Ah oui, ça il est trop tôt, c'est sûr. Respectivement 2 millions et 1 million d'habitants. Cette région où vivent de nombreux réfugiés syriens, parfois depuis une décennie, a ensuite été frappée par des dizaines de répliques et un second séisme de magnitude 7,5. En ces moments de catastrophe, la solidarité qui unit ceux qui ont fui la guerre est mise à l'épreuve. Je voudrais aider tout le monde, mais je dois m'occuper des miens d'abord, confie Louet. Dans la panique de la fuite de son immeuble, il a fait tomber ses clés de voiture dans l'épaisse couche de neige qui recouvre les trottoirs et complique la situation des rescapés comme des secours. J'ai mis 1 heure à les retrouver et j'ai pu embarquer ma femme et mon bébé.
Mais on s'est retrouvé coincé entre les embouteillages, les gravats et la neige. Tout le monde cherche à partir pour protéger sa famille. La mienne est saine et sauve grâce à Dieu et pour nous, les dégâts sont juste matériels. Soupire le jeune homme qui ignore où il va aller. Salut Silaosa. Silaosa, vous faites un... Vous allez en manif ce matin et vous faites un live ou pas du tout, Sila? Dans la province de Hatay, très durement touchée, l'aéroport endommagé et hors service et les communications en grande partie coupées. Historiquement, Sancak d'Alexandrette, cette région disputée entre les deux guerres mondiales, a été cédée en 1939 par le mandat français à la Turquie d'Atatürk. Originaire de la région syrienne de Latakié, Jian, 28 ans, habite depuis plusieurs années à Antakya, ancienne Antioche, mais se retrouve ces jours-ci dans la capitale turque en compagnie de sa fille de 7 ans et son fils de 9 mois. Radio Cara, ah oui, t'avais lu les avertissements qui pensent que ça atteignera. Oui, sûrement, ouais, sûrement. Pour l'instant, c'est parce qu'il y a dénombré, mais ouais. Ok, d'accord. Ok. Non, pas de live manif aujourd'hui. Je suis en béquille pour quelques jours. Ah mince, Silaosa. Ah, force à toi. Aïe, Silaosa, ok, force à toi. Casser le pied, très bien. Et force à toi. Oui, j'avoue que pour la manif, se casser le pied, c'est peut-être pas le meilleur bail. Force à toi, Silaosa. Et bon rétablissement, bien évidemment. Donc les secousses, on a des précisions sur comment ça se passe pour un séisme de Colette Poème. Les secousses durent de quelques secondes à quelques minutes, mais en plus du séisme principal, les répliques de moindre intensité s'étalent sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ok. Réplique sismique, c'est quoi? Et Petite Bulle nous précise que c'est une réplique sismique. Ça s'explique par la rupture de la faille qui se propage dans la croûte terrestre. Si cela libère des tensions à un endroit, cela peut se créer à d'autres et ainsi entraîner une réaction en chaîne. Ok, donc le séisme, en créant la faille, peut en provoquer d'autres, en tout cas d'autres lieux de déstabilisation. Ok. Merci beaucoup, Petite Bulle et Colette Poème. Merci beaucoup. On n'a plus de maison, notre immeuble de cet étage est à terre. Par chance, je suis chez mes parents en Ankara, mais mon mari et son frère étaient dans notre appartement. J'ai pu l'appeler à l'aube. Il a juste eu le temps de me dire qu'ils étaient vivants, mais que tout le quartier est effondré. On est sans nouvelles de beaucoup de nos voisins. Le père d'une famille de proches est mort et sa femme et ses enfants sont blessés à l'hôpital. D'autres sont encore sous les décombres. Mais là, je n'arrive plus à appeler. Les communications ne passent pas pour le moment. Je suis morte d'angoisse, dit la jeune femme à la mi-journée. À Antakya, les Syriens sont particulièrement touchés car ils habitent dans des quartiers modestes aux constructions anciennes et fragiles. Et puis ce sont des familles nombreuses entassées dans de petits logements, ajoute Jian. Évidemment que les conditions de vie impactent comme d'habitude énormément les potentialités enfin les gravités comment je peux dire ça? La gravité des effondrements et en termes de nombre de morts et de blessés, etc. Évidemment que quand on vit dans des bâtiments qui sont peu rénovés, anciens, et qu'on vit à beaucoup dans des petits espaces, on est tout de suite plus en danger que d'autres. Ça date de quand ce séisme? Hier matin, c'était lundi matin. Hein. D'autres lieux, ça reste quand même proche du séisme principal, ça ne va pas déstabiliser à l'autre bout de la planète. Oui, on imagine bien, Colette Poème. Oui, les répliques, ça va pas, on va pas avoir une réplique en France, c'est des répliques qui sont dans la zone du premier séisme. Balai funeste. À environ 200 km vers le nord-ouest, la grande ville d'Adana, plus éloignée de l'épicentre, a été moins durement touchée, mais pas épargnée pour autant. Une quinzaine de bâtiments se seraient effondrés. Devant l'un d'eux... À ce soir, gros. On s'y rejoue. Des bisous. Devant l'un d'eux, dans un quartier résidentiel, une dizaine de personnes sont assises en fin d'après-midi sur des chaises en plastique autour d'un feu. Dans un froid glacial, une femme âgée, voilée, pleure toutes les larmes de son corps. 2 de ses petits-enfants sont encore sous les débris. On n'a pas réussi à les trouver, se désespère-t-elle. Présent depuis 7 heures devant cet immeuble d'habitation qui s'est effondré dès la première secousse, une secouriste épuisée dresse le bilan. On a extrait 25 personnes des décombres, 21 d'entre elles sont mortes, 4 ont survécu. On ne sait pas combien de personnes vivent ici, ni combien restent coincées. On restera autant de temps qu'il le faudra.
Près des débris de l'immeuble effondré s'agite un balai funeste de grues, de secouristes, de résidents à gare et de proches qui tentent de se réchauffer auprès des feux. Soudain, les secouristes extraient un énième corps de débris. Assis sur un banc, un homme de 70 ans ne parvient pas à étouffer ses sanglots. Nous vivons dans l'est de la Turquie. Mon épouse est venue rendre visite à son frère qui vit dans cet immeuble. Ils ont disparu comme annihilés. C'est tellement dur. J'attends qu'il extrait le corps de mon épouse. Le monde est vide, glisse-t-il d'une voix faible. Non loin, 3 femmes semblent incapables de parler. Dans un souffle, l'une d'elles finit par lâcher. 11 membres de notre famille ont péri. Donc, ce que je me dis, c'est que ça doit être quand même bizarre d'être... Enfin, la position là, de journaliste dans ce cadre-là, de poser des questions, d'aller voir les gens et tout, c'est quand même bizarre, ce besoin qu'on a de tout de suite aller poser des questions aux gens, alors que les gens, ils sont face à leur immeuble effondré avec toute leur famille qui est dedans. Enfin, c'est quand même un taf bizarre, journaliste, parfois. Hein. De l'autre côté de la frontière en Syrie, c'est un côté un peu curiosité malsaine, quoi. De l'autre côté de la frontière en Syrie, les immeubles effondrés en millefeuilles, les morts ou les vivants extraits des décombres par les équipes de secours et les hôpitaux débordés de blessés rappellent de douloureux souvenirs. La province d'Idlib, contrôlée par l'opposition islamiste, concentre près de 4 millions de personnes, en majorité des déplacés internes, venus de toutes les autres régions syriennes sinistrées par 10 ans de guerre. Ils ont connu les bombardements aveugles de l'aviation, les barils explosifs largués par les hélicoptères du régime Assad, qui ont dévasté leurs villes à Alep, la Ghouta ou Homs. Alors ouais, en plus, évidemment, la situation de la Syrie est telle que c'était une région qui accueillait beaucoup de réfugiés du reste de la Syrie, de la guerre qu'il y a eu en Syrie pendant de longues années, et des personnes qui fuient aussi le régime de Bachar el-Assad. Et donc ce sont des personnes qui étaient réfugiées déjà d'une période de guerre. Donc là, imaginez bien l'horreur d'une vie comme ça, quoi. Salut Octogame, comment tu vas? Oui, c'est un boulot bizarre comme sur les terrains de guerre, mais nécessaire. Oui, non, mais évidemment que c'est nécessaire, parce que ça permet d'avoir une réalité, en tout cas, qui est sortie par les journalistes, etc. Et qui sera différente de ce que, par exemple, un gouvernement pourrait essayer de faire croire, etc. Mais voilà, ça doit être un boulot pas facile et ça doit être un peu bizarre à faire, quoi. Outre les forêts de tentes dans les camps de réfugiés, les déplacés ont construit des habitations sauvages de façon artisanale avec peu de moyens. Ces maisons sans fondation aux murs en parpaing et en ciment léger, qui tiennent à peine debout quand rien ne bouge, ont été soufflées comme des châteaux de cartes, raconte Ahmad, secouriste à Sarmada, localité de la région d'Idlib. Le jeune homme a remis, comme des centaines de camarades, son casque blanc de la défense civile syrienne, emblématique des années de guerre qui ont ravagé le nord du pays. Des dizaines d'habitations se sont effondrées, il y a encore plein de gens sous les décombres. On n'est pas nombreux à pouvoir intervenir et on manque de moyens et de matériel. On vient d'extraire une femme, son mari et leurs enfants, blessés mais vivants, ainsi que 2 morts, un homme et une femme. Il y a encore plusieurs victimes sous la maison. Vivait apparemment une famille nombreuse, raconte le secouriste. La neige et la glace compliquent encore plus notre travail. Depuis les bombardements d'Alep, on a l'habitude de ces sauvetages. Mais cette fois-ci, c'est bien plus puissant, comme 50 frappes aériennes simultanées en quelques secondes. Secouriste improvisé. Colette Poème qui nous dit, sans aller jusqu'au drame, ça m'a toujours laissé couate les journalistes qui interrogent les sportifs à peine sortis de leurs efforts. À peine ils peuvent pas parler tellement ils sont essoufflés à la limite du malaise. À la sortie des 100 mètres et tout. Oui, c'est sûr. Ouais. Après, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des manières de faire. Tu vas pas aller interroger une personne au moment où, par exemple, là, dans le cadre du séisme, au moment où on sort les corps de sa famille, tu vas pas aller lui dire une réaction, s'il vous plaît, en direct, quand vous voyez, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez le truc, quoi. Voilà. Je pense que quand tu es journaliste et que tu fais dans ce genre de lieu-là, tu prends le temps, justement. Tu prends le temps, tu es beaucoup dans l'observation et dans la description, dans l'écriture de description, etc. Et puis à des moments, quand tu sens un peu le truc, tu vas voir les gens, quoi. Donc voilà, je pense que c'est plus comme ça que ça se fait. Parce que c'est vrai qu'aller voir les gens direct après l'effort, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Je suis assez d'accord avec toi, Colette. Salut Anarlex, comment tu vas? Secouriste improvisé. Dans les zones contrôlées par le régime, la province côtière de Latakia. Alors j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des appels pour les personnes, pour des personnes disponibles et formées aux soins d'urgence, etc.
il y avait des appels de certaines, je suppose que ça correspond à des ONG, pour venir et filer un coup de main sur 12 jours dans ces zones-là, quoi. Dans les zones contrôlées par le régime, la province côtière de Latakia a été la plus touchée. Près de 200 morts recensés alors que des milliers de victimes étaient encore piégées. Lundi soir, sous les gravats, soudain les rues des villes de ce fief du régime de Bachar el-Assad, à ce titre plutôt épargnées par la guerre, se sont mises à ressembler à celles des zones bombardées pendant des années. Jonchées de décombres et bordées de maisons détruites, elles se retrouvent privées d'électricité et endeuillées par des dizaines de victimes du séisme. Dans une vidéo diffusée par une télévision locale depuis la ville de Jableh, particulièrement dévastée, on voit un homme crier en enjambant les pierres et les meubles éparpillés de sa maison. « Shamset, tu es là » lance-t-il en croyant entendre la voix d'une femme sous les décombres. « Qui est avec toi? Les enfants sont là, vous êtes vivants ?» L'homme se met à hurler pour qu'on lui vienne en aide alors que les rares secouristes sont absorbés sur un autre site. Devant un petit immeuble voisin, des bulldozers tentent de déblayer les ruines où seraient piégées une vingtaine de personnes. 5 familles habitent là, dont celle d'une maîtresse d'école avec 4 enfants, indique un voisin accablé qui s'est improvisé secouriste. On a pu dégager 2 corps jusque-là, un frère et une sœur adulte. Je crains qu'il n'y ait pas de survivants. Partout, le bilan s'est alourdi d'heure en heure tout au long de la journée de lundi à mesure que les corps s'étaient extraits des décombres. À 20h30 heure de Paris, il s'élevait à plus de 3000, dont 1762 et plus de 11 000 blessés en Turquie, selon le gouvernement, et au moins 1300 en Syrie. C'est 4500 ce matin, selon des bilans fournis par le ministère syrien de la Santé et des secouristes en zone rebelle. En Turquie, 2834 immeubles se sont effondrés du fait du séisme et de ses nombreuses répliques qui ont endommagé plusieurs bâtiments historiques dans la province de Hatay et même l'imposante citadelle byzantine qui surplombait Gaziantep. Pensez à vous rapprocher d'Osso Reconnus si vous voulez donner, participer dans ce genre de cas. Il développe moult arnaques. Oui, si vous voulez donner, aider, etc. Aux soins, à l'intervention et tout, il faut être évidemment assez attentif. Ce genre d'événement est aussi l'occasion pour, comme d'hab, que plein d'arnaques se fassent et se déroulent. Bon voilà, c'était le premier article choisi. Il est 8h35 et on vient de lire donc Récit, séisme, Turquie et Syrie à l'épicentre du malheur, un article donc de Hala Kodmani et Kylian Kogan, envoyé spécial à Adana en Turquie pour Libération. Alors attendez, je vais juste retweet un truc sur le... Je tweet quand même que je suis là. C'est comment qu'on retweet? C'est comme ça. Hop. Ce matin, sur le piquet pour... Hop. Tac, tac, tac. Et on va mettre un petit emoji journal. Petit emoji journal et petit emoji flèche vers le bas pour dire que je vais mettre les articles. Hop. Sur le piquet pour récolter des dons. On va. Let's go. Voilà. Et comme ça, moi, je vais pouvoir aussi mettre au fur et à mesure les articles que je fais. Donc voilà, j'ai tweeté. Excusez-moi, un petit peu de com, évidemment. La com, hein, c'est vraiment central dans ma manière de travailler. Donc on fait pas du tout ça à l'arrache au dernier moment, quoi. C'est pas notre style. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Alors, on continue donc avec un deuxième article, alors beaucoup plus léger cette fois. Regardez, il parle de nous. France Info parle de nous. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, peut-être que d'autres gens l'ont lu sur le stream, j'ai pas du tout suivi. Mais regardez, réforme des retraites, ça nous permet de participer à la grève à distance ou quand la contestation s'organise sur Twitch. Regardez sur Twitch. Nous aussi sur Twitch, on fait des choses. C'est nous, ils parlent de nous dans la presse, ils parlent de vous. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu mardi 7 février à l'appel de l'intersyndicale. Depuis le début du mouvement, la contestation se passe aussi sur Internet. C'est nous. Il va y avoir des bons petits commentaires de droitos, mais il n'y en a pas encore. Je suis déçu. Ça a été publié hier, il n'y a pas de commentaires de droitos, je suis un peu déçu. Et c'est un article bien évidemment de France Info. Et France Info, je crois que c'est là.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et coucou maman, je passe dans les médias du Turfu, exactement. Ah, j'ai entendu parler de ce piqué de stream, mais je ne sais pas ce que c'est, ça va être bien d'apprendre. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que c'est le piqué de stream, hein? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, on va en savoir plus grâce à cet article de France Info. Donc, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu mardi 7 février. Ça, c'est aujourd'hui, à l'appel dans l'intersyndicale. Depuis le début du mouvement, la contestation se passe aussi sur Internet. Sur les Internets, au bout de l'outil téléphonique, évidemment. Un article de Pauline Boudier pour France Info. Et c'est ton conductif qui est en mode... avec les trucs... c'est vraiment Difty, écharpe. Ah, il y a Choucroute Master qui est là. Je vais l'emmener avec moi faire des exhumations. On verra si ça le passionne. Alors apparemment, Choucroute Master qui était énervé. Énervé, hein. Énervé. La une, c'est magnifique. Faute de goût quant au choix de la photo, il y avait un magnifique streamer à casquette pour illustrer le sujet. Bien sûr, Baleno. Surtout, voilà, les casquettes, ça aurait été mal. Non, mais moi, je suis très content. Comme ça, c'est pas mon visage en gros sur France Info. Ils ont choisi des têtes, voilà. Très bien. Il y avait aussi des gars de l'UMA, je crois, qui sont en train de se chauffer pour écrire un article sur l'initiative, enfin, sur le piquet de stream. Voilà, j'ai choisi de ne pas répondre. La sécurité ne m'intéresse pas. T'as le lien. Pauline, qui est en lurk, évidemment, et qui regarde ce qu'on fait. Bien évidemment. Bonjour à toi, Pauline. T'as un lien? Ouais, je te le mets là. Je te le mets là. Battre le pavé ou taper du poing sur le clavier. Aïe. À l'occasion des mobilisations contre la réforme des retraites, la contestation gagne le numérique. Un groupe de créateurs, des streamers, se sont par exemple mobilisés sur Twitch. Ils ont récolté ainsi 43 000 balles, redistribuées ensuite aux grévistes via les caisses de grève. 44 000 à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, ça va passer les 44 000, gros GG à vous. Pas cool, pas cool de taper sur le clavier avec le poing, ça fait mal. Ah oui, d'ailleurs, si à un moment donné le live coupe, ne paniquez pas. Mon ordinateur a fait un écran bleu hier, voilà. Donc si ça coupe, c'est moi. Mais tout se passe bien, tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. D'autres streamers se relayent depuis le 18 janvier pour soutenir la grève. 150 streamers. Alors, excusez-moi, une grève ça coûte cher, caisse centrale cagnotte, les syndicats se préparent une longue bataille contre la réforme des retraites, ok. D'autres streamers streamereuses, merci, se relayent depuis le 18 janvier pour soutenir la grève. 150 streamereuses ont déjà tenu l'antenne sur la chaîne Piquet de stream. Et là, si on clique, on vient directement sur la chaîne. Genre, le méta va jusqu'au bout. Regardez, hop. Et regardez, normalement, si ça charge assez vite, voilà, on se voit en train de cliquer. Oh, c'est beau. Non, c'est beau. Là, je veux dire, je peux pas vous... On va pas laisser plus longtemps parce que là, ça risque de partir en vrille. On retrouve des discussions autour des retraites, mais aussi des contenus plus divertissants. Alors, est-ce que moi, mon stream, il est plutôt discussion autour des retraites, mais ou plutôt contenu divertissant? J'ai vu Joyeux sur BFM ce matin, il parlait du piquet de stream sans le nommer. Ah, c'est vrai? Il aurait dû le nommer sur BFM. On va bientôt pouvoir changer la voiture maltaise de Marcel, oui. Donc voilà. T'inquiète, il y a des bugs sur Twitch depuis hier aussi. Alors oui, non, mais moi, c'était pas sur Twitch au moment où ça a écran bleu. Donc là, je pense que... Mais on va dire que c'est des bugs Twitch. On retrouve des discussions autour des retraites, donc des contenants plus divertissants. Chaque jour, des milliers de personnes regardent et peuvent faire des dons. À l'initiative de cette mobilisation, on retrouve 3 streamers. Reuse, dont UKNO. Pour elle, c'est une façon de s'engager. On n'est pas neutre, la plupart des streameuses sont de gauche. Twitch, ce n'est pas que des jeux vidéo. On veut aider, car on est pour cette grève. Cette chaîne nous permet de participer à la grève à distance. Je pense que c'est Minecraft qui a rincé l'ordi. Ah bah oui, complètement. Hein. Certaines streamers se définissent aujourd'hui comme des militanteux et ne le cachent pas. Ah bon, on est militants, nous? Non. Moi, je suis apolitique. Hein. Sachez-le, ma position, elle est apolitique complète.
Je fais l'apologie de l'apolitisme. Voilà. En 2019, déjà, des streameuses lançaient le recompte du stream sur le même principe. Mais maintenant, les personnes sont trop vieilles. Sur le même principe. Ils avaient tenu 6 semaines et récolté 152 000 euros. Nous, on est à combien là? Je sais pas combien on a fait de semaines. Combien on a fait de semaines en tout là? On a fait 3 semaines, je pense. Aucun militantisme ici, que de l'info, bien évidemment, Baleno. Mais je suis content que le chat le souligne. Je suis content que le chat le souligne parce que ça pourrait être, voilà. Marcel est de droite. Je suis pas de droite. Je génère du cash contre de l'information, ça n'a rien à voir. Décidé. Oh non mais Nagwal, qu'est-ce que t'as clip là? On ne dit plus un écran bleu, mais un écran lapis-lazuli. À vous régaler. À vous régaler. Un souffle nouveau à la lutte, selon la CGT. Comme cette année, cet argent Comme cette année, cet argent avait été reversé à la Caisse de solidarité, une caisse de grève créée par le syndicat Infocom CGT. Pour Romain Altman, secrétaire général de la Infocom CGT et gérant de la caisse, c'est un renouveau de la lutte sociale. Les streamers et les gamers sont des gens qui ne sont pas forcément proches ou impliqués dans les syndicats. Leur rapport apporte un souffle nouveau à la lutte qu'on essaye de mener. Le syndicalisme aurait à gagner, vraiment, en s'inspirant du rapport qu'ont ces jeunes à la société, au travail et aussi au droit. Mine de rien, on est des jeunes, hein. Bon, alors je suis le vieux des jeunes, mais mais je suis dans la catégorie jeune encore. Ça fait plaisir, ça. Salut Elstack56 et salut à Python Tournefolle. Salut à toi. Donc voilà. Donc on joue aux jeux vidéo, mais nous sommes politisés. Attention. Attention les yeux. Oui, ça peut exister. Ah non, ma caméra a encore bougé là. Hop. Faut vraiment que je fasse un support convenable pour cette caméra. Alors, cette nouvelle façon de se mobiliser n'est pas nouvelle. Ah, oh là 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 là, arrivée du sociologue, l'analyse sociologique de ce qu'on fait. Alors attention, ne bougez pas. Le public n'est pas jeune, ah ça c'est sûr. Cette nouvelle façon de se mobiliser n'est pas nouvelle, surtout sur Twitch. Les possibilités d'interagir avec les viewers, ceux qui regardent, est très importante, explique le sociologue Stéphane Amato. Twitch, c'est un lieu où il y a beaucoup d'affect et d'émotions qui circulent. C'est un média qui est assez convivial, qui touche un public plutôt jeune et c'est très communautaire. Alors vous êtes plutôt jeune selon un sociologue. Ah, donc si le sociologue l'a dit, c'est que c'est carré. Bon, il n'est pas au courant qu'on est le stream avec la moyenne d'âge la plus élevée de tout Twitch, mais... Ce n'est pas du tout étonnant que dans un contexte de contestation sociale, on trouve des gens qui trouvent une place sur Twitch. Stéphane Amato, bonjour à toi, hein, si tu lurques sur le stream, bien le bonjour à toi. Voilà. C'est cool, je me sens jeune d'un coup, bah bien sûr. Allez, 30 balles, Elstack56. Merci beaucoup, Elstack56, pour la thune. Merci à toi, les petites quichetas, bien évidemment, pour fêter ça. Merci beaucoup, Elstack56. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta. Je veux la quicheta. Soukin, Khus, Carnaval, Onesta. Aïe, 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 aïe. Benef au max. Aïe, 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 aïe. Benef au max. Merci, camarades, pour le don, bien évidemment. Merci pour les grévistes. Les contributeurs au piquet de stream l'assurent, ils ne lâcheront pas l'affaire et se mobiliseront aussi longtemps que des grèves et manifestations seront prévues. Nous sommes déter, bien évidemment. Salut les autres. Voilà, donc très drôle, toujours drôle d'avoir des petits articles sur nous, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres articles sur nous? Piquet de stream sur Google. Oh, on est bien référencé. Cauchemar en stream. Non, ça c'est les vidéos. Hello Asso. Par Caroline Piquet. Dès qu'il était né son stream, c'était une autre personne. Caroline Piquet, ça c'est autre chose. Piquet de stream TikTok. Non, il n'y a pas un. Page 2, allez, on va une page 2. Ah non, ça c'est celui qu'on vient de lire. Oh là là. Et s'il y a dans News?
Ah oui, il y avait eu le truc de 20 minutes il y a 3 semaines, ouais. Ah, attendez, reportage. Ah, mais c'était pas le premier reportage de France Info. 150 millions d'euros dans la caisse de la CFDT. Oh là 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 là. On n'achète pas les grévistes. Et c'est où là le piquet? Piquet. Elle affiche près de 170 000 euros ce lundi, dont 30 000 réunis par un collectif de streamers et streameuses baptisé Piquet de Stream. Voilà. Ça, c'est Infocom, 170 000, dont 30 000 de nous. Hein. C'est lourd. Hein. Merci à vous, merci à vous. Merci à toi, Elstag, pas de souci. Merci à nous pour l'action. Bah oui, mais on kiffe aussi. Hein. On kiffe pour vous et avec vous. C'est de l'agisme propre, cet article. Je vois qu'on est très très en forme ce matin et ça fait plaisir. Direct Baleineau dans l'ambiance. Direct dans l'ambiance. Voilà, voilà. Hâte de voir quand on aura un article du Monde, bien sûr. Avec ma tête en photo, en premier plan, évidemment. On se chauffe tranquille. J'espère que vous avez des pancartes prêtes avec des beaux jeux de mots. Hein. Parce qu'il y a un potentiel jeu de mots dans ce chat. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se régale un peu avec à l'affaire du SOP, là, le document qui ruine la défense du ministre? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir du côté de Mediapart? La classe, hein. T'as vu ça, c'est la Osa ou pas? La classe. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une photo de vous aussi. Contrairement à ce que le ministre du Travail a affirmé tout le week-end, la police a bien mis la main lors d'une perquisition chez lui sur des échanges compromettants avec l'un des leaders français de la gestion de l'eau, affaire du SOP. Olivier, le document dont Mediapart révèle le contenu est accablant. Il montre des négociations occultes autour d'un marché public que le PNF considère aujourd'hui comme truqué. Alors souvenez-vous, hein, Olivier Dussopt sur France Inter, ça donnait ça. Je me note vraiment comme un papy. 2 minutes. Ah, il n'y a pas l'extrait vidéo? Je veux tout refuser. Enregistrer. C'est bon? Ah non, il veut pas. Requis. Mais je m'en fiche. Ah, il veut pas. Il veut pas. Allez, on autorise. Ah non! Ah si, c'est bon. En mai 2020, un article de presse a cru devoir mettre en cause mes relations avec un groupe d'eau dans la ville d'Annonay où j'étais maire. Le parquet financier a ouvert une enquête. Alors l'article avec ta tête en premier plan, Marcel Duchemin, ce sera un article de Mediapart avec un avis de recherche pour un certain Néron en fuite. Néron GP, dit Néron GP dans le chat. Avec beaucoup de retard dans le monde, exactement. Et a procédé à de très nombreuses vérifications. Marcel, prends la caisse et sauve-toi. Ne bougez pas, ne bougez pas. Tout ce qui se passe devant vous est normal. Il a fait son travail. Il m'a posé de nombreuses questions. J'ai répondu à chacune des questions, à la fois par oral et par écrit. À l'issue de ce travail d'enquête... On te croit, Olivier, on te croit. Le parquet avait regroupé les faits, les affirmations en 5 points. Salut à toi, Déon. La cabale, une cabale médiatique et judiciaire. Médiatico-judiciaire contre Olivier Dussopt. Vous savez pourquoi cette cabale médiatique a été mise en place? Parce qu'il porte une réforme juste, précise, qui est nécessaire, qui avait été promise par le gouvernement lors de la campagne et qui est nécessaire à la survie à la survie des retraites, à la survie de notre système par répartition. Est-ce que vous l'aimez, notre système par répartition des retraites? Vous l'aimez? Bon, bah, il faut le sauver. Alors, il va falloir se bouger un peu les fesses 2 ans de plus, d'accord? Que reproche possible. Et je constate que les explications que nous avons données avec mon avocat ont convaincu le parquet de ma bonne foi, de mon honnêteté, puisque sur 4 de ces 5 points, le parquet considère qu'il y a lieu de classer, en retenant qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas de poursuite ni pour corruption, ni pour prise d'intérêt, ni pour enrichissement. Mais il reste un grief, le favoritisme. Il reste un 5e point où, à l'occasion de ces enquêtes, et elles ont été extrêmement poussées, le parquet considère que dans le cadre d'une procédure de marché public, en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une affirmation, c'est une thèse que je conteste, et je n'ai qu'un souhait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées, pour convaincre de ma bonne foi. Voilà. Bon, et après, il dit, je sais pas quoi...
Et il dit il n'y a pas d'accusation, il dit je sais plus quoi, il n'y a pas de document, on n'a pas trouvé de document chez moi, nanani, nanana. Et Mediapart, deuxième partie. Alors Mediapart qui est en grève aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on est sur leur site, mais personne s'en occupe derrière. Force à toi, Dayon. Plaisir de te voir en tout cas. Olivier Dussopt a menti, il n'y a pas d'échange trouvé à mon domicile, a expliqué le ministre de Travail sur France Inter samedi 4 février, au lendemain des révélations de Mediapart concernant les conclusions de l'enquête diligentée par le PNF sur ses relations avec la SOR, l'un des leaders français du marché de l'eau. Au terme de leur investigation, les magistrats du PNF ont estimé qu'Olivier Dussopt devait être jugé pour des faits de favoritisme autour d'un marché passé avec la compagnie privée. Contrairement aux affirmations du ministre, les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales de la police judiciaire ont bel et bien saisi, au cours d'une perquisition menée à son domicile personnel, le compte-rendu rédigé par Olivier Dussopt d'une réunion avec le directeur général de la SOR à l'époque. Cet échange confondant dont Mediapart a pu prendre connaissance révèle les coulisses d'une négociation occulte au bénéfice d'une société qui, des années plus tard, offrira 2 œuvres d'art à Olivier Dussopt. Voilà, il y a un espèce de compte rendu de réunion qui a été retrouvé chez Olivier Dussopt lors de l'enquête, et c'est de ça dont Mediapart parlait, et c'est ça qu'avait démenti Olivier Dussopt, et au final, Mediapart nous en révèle la teneur. C'est tout l'objet de cet article. Clanmy qui nous dit « à convaincre ». Oui, c'est vrai qu'Olivier Dussopt, il dit « je vais convaincre le PNF ». Écoute, c'est pas du marketing. Tu vas présenter 2-3 trucs, et le PNF jugera si oui ou non tu es coupable. Voilà. Tu n'auras pas à convaincre personne. Merci, bonsoir. Le document en question est le compte-rendu d'une rencontre au contenu confidentiel qui s'est tenue en amont d'un futur appel d'offres, dans le dos d'autres candidats potentiels ou déclarés, entre Olivier Dussopt, alors maire de sa commune natale d'Annonay, et le PDG de la SOR de l'époque, Olivier Brousse. Ils vont rappeler le contexte de changement de régie, vous allez voir. Ce document est intitulé « Rencontre OB OD 290709 ». OB pour Olivier Brousse et OD pour Olivier Dussopt. Il évoque noir sur blanc les marchés à venir discutés entre les deux hommes lors de ce rendez-vous le 29 juillet 2009. À ce moment-là, la mairie d'Annonay prépare son passage en régie publique de la gestion de l'eau, mettant fin à 4 décennies de délégation à la SOR. La sortie du contrat avec ce prestataire, un contrat vivement contesté par son coût pour les usagers mais aussi par la Chambre régionale des comptes, constituait l'une des promesses de campagne du candidat socialiste Olivier Dussopt lors des municipales de 2008. Donc voilà, la délégation de la gestion de l'eau coûtait beaucoup trop cher via l'entreprise privée de la SOR. La mairie, sous l'impulsion d'Olivier Dussopt, a voulu passer en régie publique. Un an plus tard, sous la pression de l'association des usagers de l'eau de la région d'Annonay, le nouveau maire ne prolonge effectivement pas le contrat d'affermage avec la SOR qui arrive à échéance fin 2009. Or, comme le montre le compte-rendu de sa réunion avec Olivier Brousse, Olivier Dussopt préparait discrètement en réalité le retour de la SOR lors de la rencontre du 29 juillet 2009. Les deux hommes règlent d'abord des détails sur le protocole d'accord lié à la non-reconduction du contrat au 31 décembre. Donc jusqu'ici, tout va bien. Il annonce une défense qui ne nous convainc pas. On pourrait peut-être le condamner tout de suite, sinon, si vous voulez. Pour l'instant, il est présumé innocent. Mais s'il passe au tribunal Marcel... On peut l'estimer coupable au vu du tribunal Marcel. Salut Gapos, comment ça va? Nous nous sommes félicités que cela avance bien, écrit Olivier Dussopt dans le compte-rendu. Le maire et le patron de la SOR échangeaient notamment sur le coût des travaux que l'entreprise doit réaliser pour la remise en état du réseau. ODOB d'accord sur ce point, peut-on lire dans le document. Mais particulièrement gênant pour le ministre, la réunion aborde ensuite les marchés à venir. D'après le document, Olivier Dussopt précise lui-même à Olivier Brousse le calendrier des appels d'offres lancés par la municipalité. Donc, il y a un appel d'offres pour la gestion de l'eau, mais pas exactement la même, en régie publique. En se montrant confiant pour la candidature de la SOR, il lui présente... Dayon, du calme, s'il te plaît. Du calme, s'il te plaît. Je ne répondrai pas à cette question pour des raisons évidentes légales. Donc voilà. Olivier Dussopt présente à Olivier Brousse le calendrier des appels d'offres. Donc le problème d'un appel d'offres, c'est que normalement, toutes les personnes qui répondent à l'appel d'offres doivent avoir le même niveau d'information. Là, une des personnes de l'appel d'offres se retrouve en discussion, en réunion, seul à seul, avec la personne qui organise l'appel d'offres, en discussion, et il lui présente précisément à quel moment l'appel d'offres va être mis, quelles sont les différentes étapes, etc. Je lui ai signifié que seraient pris en compte dans les cahiers des charges des délais d'intervention et de la satisfaction prestataire sortant, écrit-il.
Les discussions portent notamment sur l'attribution d'un contrat de prestation de services pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable, et ce pour 5 années. OB Olivier Brousse souhaite que nous ne nous enfermions pas dans des critères trop contraignants, craignant un dumping sur les prix, explique Olivier Dussopt dans la note. En clair, l'élu qui relayerait ses soins et ses services alerte sur des prix possiblement trop bas, ce qui serait pourtant avantageux pour ses administrés. Donc voilà, Olivier Brousse et son entreprise qui pratique des prix beaucoup trop hauts dans la gestion de l'eau depuis des années, et c'est pour ça que la ville passe en régie publique, dit attention, parce que sinon on se barre, les prix vont baisser, et les prix vont baisser, et ça va évidemment, son argument c'est de dire les prix vont baisser, il n'y aura plus assez d'argent pour gérer l'eau. Voilà. Bon, je pense qu'il y avait une petite marge en termes de baisse des prix avant que la gestion de l'eau soit impossible. Et je pense que la SOR faisait des belles marges aussi sur la gestion de l'eau. Voilà. Visiblement main dans la main avec l'entreprise privée, le maire ajoute aussi que le PDG de la SOR a carrément proposé l'assistance de son service juridique perso pour la rédaction de ses cahiers. Alors là, c'est encore plus compliqué. En d'autres termes, c'est l'un des candidats lui-même qui poserait ces conditions à la puissance publique et propose même d'en rédiger les termes en potentielle violation des règles de concurrence libre et non faussée. Voilà. Il voulait, avec son entreprise, écrire les règles de l'appel d'offres. C'était un peu compliqué. En théorie, dans le cadre d'un marché public, les candidats à un appel d'offres doivent avoir exactement le même niveau d'information et ne sont pas censés avoir un accès privilégié aux élus, c'est-à-dire aux décideurs, les décideurs de l'affectation de l'argent public. Un compte-rendu transmis par Dussopt à ses collaborateurs. Voilà. Au cours des rendez-vous, les deux hommes se sont aussi échangés des éléments financiers, décrits par Olivier Dussopt lui-même comme étant très informels d'après le document. Lors de son audition par les enquêteurs, Olivier Dussopt a tenté de minimiser la portée de cette rencontre, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une réunion informelle, sans conséquence sur le marché public et les décisions prises ensuite. Mais à l'époque, non seulement l'élu n'a pas reçu les autres candidats à l'appel d'offres comme il l'avait fait avec la SOR, mais il a transmis ce compte-rendu à ses collaborateurs, son directeur de cabinet et le directeur général des services de la ville. Bien le bonjour, Badaboups. Donc, lors de son audition par les enquêteurs, Olivier Dussopt a tenté de minimiser la portée de cette rencontre. Donc pour Olivier Dussopt, c'était une petite discussion entre amis. Lors de son audition, le ministre a assuré qu'il ne s'agissait pas d'instructions, mais simplement de remarques du patron de la SOR transmises à ses équipes. Problème, les enquêteurs et les magistrats ont une lecture diamétralement opposée des faits. Pourquoi ? Parce que finalement, 5 mois après le rendez-vous, le marché de l'exploitation du service de l'eau potable a bien été attribué à la SOR, au détriment de Suez et Veolia, suivant exactement la chronologie qui a été détaillée lors de la rencontre avec Olivier Brousse. Rédaction. Bon alors, de toute façon, c'était Suez ou Veolia qui le récupérait. Donc dans tous les cas, on ne faisait pas un beau move. Mais, suivant exactement la chronologie qui a été détaillée lors de la rencontre avec Olivier Brousse, rédaction du cahier des charges pendant l'été après la réunion, présentation au comité technique paritaire et de la commission consultative des services publics locaux, 14 septembre 2009, puis en conseil municipal le 21 septembre 2009, puis attribution en décembre. Bonjour les gens. Caïman, bonjour à toi. Meilleur des espoirs, bonjour à toi. Lastetchka, bonjour les gauchos, bonjour à toi Lastetchka. Sollicité ce lundi, Olivier Dussopt, qui bénéficie de la présomption d'innocence, n'a pas répondu. Sur France Inter ce week-end, il avait tenté de relativiser le soupçon judiciaire qui pèse sur lui. Le délit de favoritisme est passible de 2 ans de prison et de 200 000 € d'amende. On parle d'une société qui avait la délégation de service public depuis 42 ans. Donc évidemment qu'il fallait se parler, se voir, c'était normal. Bon bref, on a compris, en gros c'est cette réunion et le compte-rendu de cette réunion qui pose problème pour Mediapart et pour le PNF. Et donc, à voir si ça ira jusqu'au bout. Si ça ira jusqu'au bout des trucs. Salut Makita, comment tu vas ? Bon, pour la fin, il rappelle à l'après que Olivier Brousse a des liens avec Jean Castex, je sais pas quoi, mais bon, ça c'est un peu moins intéressant. Et il y avait aussi, le Mediapart rappelle aussi que Olivier Dussopt avait reçu des cadeaux de l'entreprise de la SOR, qui étaient des œuvres d'art, mais les œuvres d'art étant pas si chères que ça, je crois qu'elles valaient moins de 1000 balles, bon, ce qui est énorme, on est d'accord, mais pour le parquet national financier, c'est pas assez pour justifier d'un pacte de corruption en pleine réforme des retraites, évidemment, que le gouvernement le sait, le ministre du Travail ne pourra échapper à un procès. La seule question qui se pose encore aujourd'hui, c'est quand tombera précisément la date de celui-ci. Ça pique encore un peu, mais ça va. Allez, courage, Makita. Pour une peine à moins de 3 ans de prison, un politique ne va jamais en prison. Ah oui, je pense que Aérosim, on peut quasiment en France élargir à un politique ne va jamais en prison, point.
De la corruption de gauche. Voilà, de la corruption, mais de trucs pas chers. On n'a pas retrouvé les enveloppes de Moulin, malheureusement. La limite dans la boîte, je crois que c'est 50 € en cadeau d'un client et on parle pas de service public. Oui, oui, bien sûr. Bah, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est ce que dit l'article du Mediapart. Attendez, on va regarder quand même. Le PNF a estimé que la faible valeur des œuvres, moins de 1000 € ne pouvait justifier un pacte de corruption. Ok. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas délit de favoritisme. C'est juste un différent grief, quoi. Yes, le don. Ah, j'ai pas vu le don et on a passé 107. Alors attendez, je vais retrouver la liste des dons. C'est où la liste des dons déjà? Attendez, hop. Dons. Don. Ah mince, je les retrouve plus. Lys, c'est ça ou pas? Non. Ah, je sais plus où elle est, Tac, j'essaie de la trouver. Merci en tout cas, c'était un don de combien? 13,12. Merci beaucoup pour le don, merci à toi. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta, et je veux la quicheta. Soukin khus carnaval au destin. Aïe 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 aïe. Benef au max. Aïe 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 aïe. Benef au max. Ah, c'est bon, je l'ai. 13-12, grève générale et reconductible, soutien aux travailleuses. Merci à toi, camarade. Et j'avais pas vu que Elstag56 a mis « J'ai le seum de ne pas participer à la grève ». Donc voici un petit pécule. Merci encore à toi, Elstag. Merci à vous deux. Merci à vous, camarades. Let's go. Et donc je mets une deuxième casquette parce qu'on a passé un palier. Hein. Let's go. Hein. Nouvelle casquette, l'admis, en effet. Nouvelle casquette, ça arrive. Hop. Voilà. Alors, tac. Bon, il est 9h. On va passer à un deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler de complètement autre chose. Pour revenir sur les retraites, on va faire un truc en 3 parties. On va regarder une vidéo Fred et Jamy un peu du Monde sur les pompes à chaleur. On va ensuite lire un article de Basta sur la relance du nucléaire et sur le fait qu'il n'y a pas assez de travailleuses bien formées pour construire les nouveaux réacteurs. Vous savez, hein, Emmanuel Macron et le gouvernement veulent absolument relancer la construction de je ne sais plus combien de réacteurs EPR. Et donc, le problème, c'est que évidemment, il y a un savoir-faire de construction du nucléaire en France, mais il y a un savoir-faire qui s'est il y a longtemps envolé. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont capables de gérer techniquement tout ça, la construction, etc. On l'a vu évidemment déjà avec l'échec total de l'EPR de Flamanville. On en avait parlé aussi dans une émission qui est très intéressante, mais qui est faite, je crois, avec cette journaliste-là d'ailleurs, de Loïne Veller. Qui est faite avec cette journaliste-là sur Radio Parleur, sur le recours de plus en plus croissant aux prestataires dans la gestion et l'entretien des centrales nucléaires en France, et donc d'une perte, évidemment, de savoir-faire, etc. Donc tout ça participe au même truc, et Basta s'intéresse à ça dans ce cadre-là. Et ensuite, on ira regarder la dernière vidéo de Blas sur une réforme anti-écologique, un contresens historique, et le lien qu'il peut y avoir entre écologie et donc réforme des retraites. Voilà, ça nous permettra de partir des pompes à chaleur et d'arriver aux réformes des retraites. Ça vous va? De toute façon, on fait la même chose. Hein. Le même EPR qu'on n'arrive pas à faire. Exactement, Déon. Exactement. Coucou les retraites et les pompes à chaleur, le lien est bon. Voilà, c'est bon. Donc on part des pompes à chaleur. En France. Et on arrive aux retraites. Est-ce que ça vous va comme ça? Moi, je trouve que c'est assez fort. Je vous mettrai les liens au fur et à mesure de ce qu'on regarde. Let's go. Let's go. Allez, le premier lien, c'est celui-là. Hop. Le Monde, c'est parti. Quand il fait froid, dans un foyer sur 2, il se passe ça.
Pour chauffer l'eau des radiateurs, on brûle des combustibles fossiles, comme le gaz ou le fioul, et on en brûle beaucoup. Dans les logements français, le chauffage est responsable des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un des chantiers prioritaires pour décarboner nos modes de vie et donc limiter le changement climatique. Mais comment se chauffer mieux ? La technologie dont on va parler, c'est la pompe à chaleur. Ce que dit cette publicité, douteuse par ailleurs, est vrai. Avec une pompe à chaleur, on peut chauffer l'eau de 3 bains pour le prix d'un. Pour voir comment c'est possible, regardons d'abord le fonctionnement d'un réfrigérateur. Techniquement, le frigo ne produit pas du froid. Alors attention, le frigo ne produit pas du froid, on aspire l'air chaud à l'intérieur. Voilà, attention. Comment se chauffer mieux? Spoil, mettre un pull. Exactement, Was34. Pourquoi elle coupe toutes ces phrases? Parce que c'est en mode Fred et Jamy. C'est en mode Fred et Jamy, Zippolette. Voilà, on apprend des trucs. Ah, j'avais pas vu. Joysticks, merci pour le raid. Merci à toi. Let's go. Pour que la température baisse, il pompe la chaleur qui est à l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que derrière, c'est chaud. La chaleur de l'intérieur est restituée à l'extérieur de l'appareil. Bon, et une pompe à chaleur pour chauffer une maison ou l'eau d'une baignoire, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Prenons le modèle de pompe à chaleur le plus courant, RO. Le dispositif a 2 unités qui font le chemin inverse du frigo. C'est moche? Qui dit c'est moche? Ah, la façon dont elle parle. Oh, Zippolette, on va pas, voilà. La forme, laissons la forme de côté. Bouh, les pompes à chaleur, c'est nul, meilleur exemple de greenwashing. Ouais, je pense qu'on va voir. On va voir. On regarde on regarde l'explication du monde et on crachera dessus après si vous voulez. En ce qui me concerne, c'est plutôt un fournisseur de chaleur, un plaid. Pour restituer à l'intérieur la chaleur puisée dehors. Dehors, là où il fait froid. Oui, parce que même quand il fait froid, il y a de l'énergie dans l'air et donc de la chaleur que l'on peut... C'est vraiment ce que le monde... Ah, 49 balles, Creepy Captain, merci beaucoup pour le don. Sympa ce reportage, pas du tout l'impression de taffer. Nagwal, il est pour toi celui-là. Creepy Captain vient de donner 49 balles, merci à toi. Merci pour la quicheta, Creepy Captain, merci à toi. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta, je veux la quicheta. Souking, Khus, Carnaval, Odesta. Aïe, 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 aïe. Benef au max. Aïe, 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 aïe. Benef au max. Merci pour le don, camarade, merci à toi. Je suis d'accord. De quoi vous parlez là? Pas ouf le nom en plus, mais de quoi vous parlez? Pompe à chaleur, pas ouf le nom. Ouais, j'aime pas. Pompe à chaleur, voilà. Frigo, ouais, non, j'aime pas trop les frigos. Voilà, merci beaucoup, Crypty Captain. 49 balles pour la... C'est énorme, 49 balles, merci beaucoup. Hein. 44 156 balles ce matin, let's go. Et salut à toi, en réalisation. Allez, on continue. Récupérer. Voici ce qui se passe dans la machine. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, oui, c'est marrant, c'est vraiment... Le style, c'est pas du tout un reportage style Le Monde, là. Le Monde, généralement, c'est un peu plus sombre, un peu plus explicatif, schéma et tout. Bon, là, il y en a, mais je sais pas. Ce plan-là, de la journaliste dans la nature, je le trouve vraiment pas Le Monde compatible. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est beaucoup plus... c'est sur fond noir, etc. Voici ce qui se passe dans la machine. La chaleur captée Allez, Nagwal, tu nous expliques comment ça se passe, s'il te plaît? dehors permet de transformer le liquide frigorigène, qui bout à très basse température, en vapeur. Voilà, on prend l'air de dehors pour réchauffer un liquide qui bout à très basse température grâce à de l'électricité, et après, bam, on balance ça. La condensation, ça fait de la condensation, et bam, ça fait des chocs à pic. Il passe ensuite dans un compresseur alimenté en électricité. C'est un reportage double flux. Et ben Léno, tu ne t'arrêtes jamais. Hein. T'as une pompe à vélo sous la main, Marcel Duchemin. Elle doit pas être loin. Ouais. Tu veux que j'aille la chercher, Nagwal? Puis la vapeur arrive à haute pression dans le condenseur. L'eau des radiateurs refroidit la vapeur, ce qui provoque son retour à l'état liquide. C'est donc ce changement d'état qui génère de la chaleur,
céder à l'eau des radiateurs. Bam! Cette C'est quand même plutôt simple. Compresseur, condensation d'un liquide qui est qui est à ébullition à très basse température, apparemment, et qui du coup, avec condense, crée de la chaleur, et cette chaleur-là, on l'envoie dans le radiateur. Salut, t'as un contrat avec un vendeur de pompe à chaleur? Ouais, Tony Rouillon, j'ai un gros contrat, c'est un... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Voilà, ça sponsorise ma chaîne, je vais l'annoncer sur ma chaîne bientôt. Hein. Mais voilà, je suis payé 1000 balles par mois pour parler des pompes à chaleur, au minimum une demi-heure par stream. Donc voilà, moi ça me permet de vivre un peu, de compléter ma pension. Mon chauffe-eau fait ça aussi. Libère de la chaleur, oui, ça libère de la chaleur, bien évidemment. Mais non, mais on ne crée pas, rien ne se crée, rien ne se... Comment il disait le monsieur? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Marcel Duchemin nous chauffe. Non mais là c'est vraiment pour vous énerver. Hein. Aïe 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 aïe. La chaleur peut aussi être puisée dans le sol. Chauffe Marcel, chauffe. Ou dans la nappe phréatique, avec des pompes à chaleur dites eau-eau. Il y a aussi ce modèle qui chauffe uniquement l'air. C'est une pompe air-air. Pour fonctionner, toutes les pompes à chaleur sont alimentées en électricité. Et ce qui est formidable, c'est que pour 1 kWh d'électricité consommée, 3 kWh sont restitués au logement. Vous avez entendu la journaliste, hein. C'est formidable. Sous forme de chaleur. Je tiens à le préciser, parce que je vois bien qu'il y a des personnes qui en doutent dans le chat. Donc voilà, je tiens à le préciser, formidable. On appelle ça le... Si t'en installes une, Tony Rouillon, je viens l'installer moi-même chez toi. Voilà, directement, bien évidemment. Coefficient de performance. Pour une pompe à chaleur, le coefficient de performance est donc de 3. C'est pour ça que notre publicité d'un autre temps nous parlait de 3 bains pour le prix d'un. Pour tous les autres modes de chauffage, eh bien ce chiffre est inférieur ou égal à 1. Dans l'ensemble, pompe à chaleur ou pas pompe à chaleur, évitez de prendre des bains. Voilà. je pense que c'est là-dessus qu'il faut se fixer. Les performances énergétiques peuvent aller du simple au triple. On pourrait donc potentiellement faire de grosses économies. Vous savez ce que j'en fais, moi, de ma facture de chauffage? Je la coupe en 2. Ah bah c'est bien ça. Vous aussi coupez votre facture en 2, évidemment. Nagwal qui dit les pompes à chaleur c'est très bien, mais pas au prix où ils se gavent en les vendant. Oui, voilà, c'est ça. Et les pompes à chaleur c'est très bien, mais vous allez le voir aussi dans la deuxième partie de la vidéo, ça fonctionne, enfin ça sert à rien de toute façon si votre logement il est pas isolé par exemple. Par contre, ce qui n'est pas dit, c'est ça rafraîchit. Ouais, ce que je me demandais, c'est ça. Est-ce que ça rafraîchit beaucoup l'extérieur ou pas? Parce que si tu captes la chaleur de l'extérieur, je suppose que ça rafraîchit un peu dehors. Mais quel impact ça? Ça, je me suis posé la même question que toi, Clanny. Parce qu'on connaît maintenant bien les effets de la clim, où les gens, quand ils climent dans leur... moi, ça me fume l'été, là, quand il y a des magasins où ils climent l'intérieur et ils mettent le... De toute façon, mais là tu le vois vraiment parce qu'ils le mettent à la porte ouverte, le truc qui sort et qui crache l'air chaud dehors. Et dans certaines villes, ouais, on prend pas mal de degrés là-dessus. Mais je sais pas comment l'impact fonctionne de l'autre sens. Et si c'est grave, etc. quoi. Et les pompes à chaleur, oui, c'est une vieille tech. Hein. C'est juste que c'est pas du tout. Ça coûte trop cher, c'est développé à l'arrache. 1 sur 2 que vous voyez sur internet, c'est une arnaque. Enfin bref. Et ça a une durée de vie limitée. Ok, ça je savais pas, Salvatech. On apprend des trucs. D'ailleurs, arrêtez de vous laver, oui voilà, ça serait mieux. On n'est pas loin de la casquette. 44 176, il y en a encore eu un là de don là? Attendez, mais il y a eu un don encore, non? Ah, c'est Fossi et Marteau qui a remis un don. Je l'ai même pas vu. Merci à toi, Fossi et Marteau, merci à toi. Merci pour le don, 20 balles, let's go. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta, et je veux la quicheta. Soukin khus carnaval au destin. Aïe 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 aïe, bénéf au max. Aïe 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 aïe, bénéf au max. Ça rafraîchit autant que les éoliennes provoquent du vent, c'est-à-dire pas du tout. Je sais pas, ça je connais pas du tout quoi.
Je connais pas du tout. Mais il faut vraiment voir que les pompes à chaleur, c'est quand même une techno qui est pas... Enfin, de toute façon, les technos qu'on a, ce qu'on fait pour réchauffer chez nous, dans tous les cas, c'est des aberrations écologiques. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Dans tous les cas, c'est des aberrations technologiques. Salut Écharpe, comment tu vas? Quand tu réchauffes l'intérieur, ça finit forcément par se dissiper, donc a priori, ça ne peut pas refroidir durablement l'extérieur. Ok, mais dans ces cas-là, ça marcherait pareil pour la clim, par exemple. Donc du coup, l'effet de la clim, sur cet effet-là de la clim, il marche pas bien. Enfin, c'est pas vraiment vrai. La clim, le problème de la clim, c'est que ça bouffe énormément d'énergie, ça, on est d'accord. Mais le fait de réchauffer l'extérieur, c'est juste un effet, quoi. C'est juste que sur un moment, vu que tout le monde souffle dehors, ça réchauffe beaucoup à un moment, mais ça va être refroidi de l'autre, quoi. Ok. Pardon Marcel, mais le sexe ça réchauffe et c'est pas du tout une aberration écologique, Barbara Augustis. Non, mais en effet, par exemple, voilà, une idée. Mais plus simplement, hein, si vous n'avez pas forcément de partenaire pour des rapports sexuels, vous pouvez aussi, voilà, simplement un plaid, une couette. Déjà, c'est un premier pas vers une réchauffation, comme on dit dans le milieu. Chauffer moins, baiser plus. Voilà, Écharpe. Merci Écharpe pour cette conclusion. On continue les pompes à chaleur. Donc, ce que je vous rappelle, que j'ai un contrat avec les pompes à chaleur et que je dois absolument vous en parler au moins une vingtaine de minutes par jour. Donc, on continue. Malgré tout, en France, ce sont les modes de chauffage les moins performants qui dominent. 4 millions de foyers sont au fioul, presque 12 millions au gaz et 9,4 millions à l'électrique traditionnelle. C'est la double peine. Moins performants, ce sont aussi ces modes de chauffage qui émettent le plus de gaz à effet de serre par kilowattheure. Les émissions des pompes à chaleur sont bien plus basses car elles fonctionnent grâce à une électricité bas carbone produite par le nucléaire et des énergies renouvelables. Parmi les moins émettrices, les pompes à chaleur n'étaient Voilà, évidemment, il faut de l'électricité pour les pompes à chaleur. Hein. Ça se fait pas magiquement, on le rappelle. présentes que dans 1 million de logements en 2020. Le potentiel d'installation des pompes à chaleur est donc important. Les pompes à chaleur, elles seront un outil indispensable pour nous aider à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Oula. C'est un techno, lui. 2050. Ça fait toujours peur, les technos, quand ils arrivent dans une vidéo comme ça, là, ça... Olivier Houfnagel a coécrit cette très longue étude qui propose des scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Oui, voilà, et qui dit on a besoin d'électricité, on favorise l'électricité, qui dit il faut qu'on fasse du nucléaire, etc. C'est la même chose que les voitures électriques, c'est la même chose que là. Tout ça est aussi, le développement de l'électrique, c'est aussi souvent appuyé sur le développement du nucléaire. Et ici, on est contre aussi. Hein. On est contre tout, de toute façon, sur ce stream, c'est simple. Contre les pompes à chaleur, contre le chauffage traditionnel, contre le nucléaire. Voilà. Voilà. Les Gaulois réfractaires, c'est nous. On veut plus que les gens chauffent. Voilà. Sur ce graphique, on voit que les foyers équipés de pompes à chaleur devront passer de 1 à 14,5 millions d'ici à 2000. Et Metal Pop qui lâche 24 balles, merci à toi Metal Pop, merci beaucoup. La quicheta bien évidemment, c'est ça le plus important. Hein. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh la quicheta, et je veux la quicheta. Souking Hus, carnaval on est stop. Aïe 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 aïe, Benef au max. Aïe 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 aïe, Benef au max. 44 200 balles, let's go, merci beaucoup. Et une nouvelle casquette, on a passé un palier de 100 balles. L'album photo du Piquet, oh non, il y a un album photo du Piquet, pas ça s'il vous plaît. Pas ça, pas l'album photo du Piquet. Ah là 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 là. Alors à NZB qui nous parle un petit peu isolation, mais on va parler isolation dans la deuxième partie de cette vidéo, hein, vous inquiétez pas. NZB qui nous dit le problème c'est que tu chauffes par convection en chauffant de l'eau ou de l'air. Et Corsen qui lâche de la thune aussi, alors attendez, 25 balles de Corsen, merci beaucoup Corsen, merci camarade. Et que les... alors attendez, je lis le message à NZB. Le problème c'est que tu chauffes par convection en chauffant de l'eau ou de l'air et que les calories se dissipent rapidement dans ces milieux. Pour bien chauffer ou rafraîchir son habitat, il faut une bonne isolation en évitant le polystyrène ou la laine de verre et surtout de l'inertie. Des murs avec de l'inertie permettent de stocker des calories et de la rendre quand il y en a besoin. La terre c'est l'exemple plus, mais il y en a d'autres.
Merci beaucoup NZB. On va parler, désolé pour le pavé. Non, mais c'est bien que tu le dises. Et on va parler évidemment. La vidéo du monde n'est pas si crédule qu'elle en a l'air dans la première partie. On va parler évidemment isolation. Parce que un des trucs les plus importants, c'est l'isolation de votre bâtiment. Évidemment. Quand vous avez, comme moi, une fenêtre avec des trous direct sur le dehors, pour l'aération, voilà. Quand on a un air direct comme ça. Mais alors, est-ce que ça vaut mieux d'avoir une VMC, une meilleure résolution, par exemple ? Je pense, je suppose. Voilà, le cerveau de Marcel bénéficie désormais de 3 couches d'isolant par l'extérieur. Merci beaucoup, Baleno. Et c'est grâce à vous. Et voilà, 3 casquettes grâce à vous. 3 couches d'isolant par l'extérieur. Le simple vitrage, ça devrait être interdit. Oui, bien évidemment. Bon, ok. Alors, commencez par installer un dispositif qui consomme 3 fois moins d'énergie et qui plus est de l'énergie bas carbone. Ça devrait suffire, non ? Eh ben non. Il faut faire à la fois un effort sur l'installation de pompes à chaleur, mais également un effort sur l'isolation des bâtiments. En fait, c'est plutôt en dernier qu'il faut changer sa chaudière en pompe à chaleur. Et on va vous expliquer pourquoi. Madame Garcia a fait rénover sa maison du sol au plafond. Ah, on peut se réchauffer au CRS sans VMC selon l'OMS. Merci beaucoup, Manuel Fudlo. Merci pour ces précisions. Bonjour Madame Garcia, comment allez-vous ? Ça va, merci, avec le froid. Non, on veut des thunes à fond pour le greenwashing. Vite, du greenwashing, s'il vous plaît, on n'en a pas eu assez. On est mieux. Voilà, donc moi, ce que je fais, je le rappelle, c'est que... J'arrête de dire ces bêtises. Moi, j'aime bien passer des partenariats avec des ONG qui correspondent à mes valeurs et qui donc du coup font bénéficier le stream d'argent. Mais bon, je dois vous parler de pompe à chaleur pendant une demi-heure. Mais voilà. Et je fais semblant d'animer un débat alors qu'au final, je vais dire que c'est bien, évidemment. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas connu un seul logement bien isolé. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Compliqué, les logements bien isolés, c'est un dream. Ah si, mais que je payais très cher. Si. Très petit, mais très bien isolé. Mais il était très petit. Ouais, c'est sûr. On a isolé à l'extérieur, ils sont tous isolés. On a refait le toit, l'isolation des combles. Ils ont mis une VNC, parce que vu que la maison est toute bien isolée, il faut qu'il y ait un changement d'air. L'aération avant se faisait grâce au courant d'air, car cette maison était ce qu'on appelle une passoire thermique. Ah oui, elle est en bas ? Quant à la pompe à chaleur, pour pouvoir l'installer, il fallait 3 prérequis. Un espace suffisamment éloigné des voisins, car le dispositif peut être bruyant, assez de place pour tout cet attirail dans la maison, et surtout, très important, un logement bien isolé. Ce chantier-là, c'est l'entreprise de Camille Julien qui l'a suivi. Sur des maisons qui ne sont pas isolées du tout, ce qui était le cas de cette maison-là, qui date des années 70, le radiateur, pour assurer un 19 degrés dans le logement, il doit monter en température jusqu'à... De là à dire que les propriétaires n'ont pas envie d'isoler où ils ne vivent pas, expropriation. Voilà. Expropriation, elle est énorme. Ah ben non, mais moi j'apprends des plus grands d'ailleurs, bien évidemment. Bonne manif, bonne journée à toi Gapos. Bonne manif évidemment, hein. Save dans la manif s'il vous plaît. Ça peut paraître con, mais aérer vos logements pour chasser l'humidité, ça se chauffera mieux. Et bonus, moins de radon pour les Bretons. J'ai pas compris ça là, c'est trop technique pour moi. Mais oui, n'oubliez pas d'aérer vos logements. C'est très important d'aérer son logement, sinon il y a de l'humidité. Et l'humidité, ça empêche... Je l'ai appris à mes dépens. 80. Et une pompe à chaleur comme celle-là ne peut pas monter à plus de 55. Pour bien comprendre ça, revenons au fonctionnement de la pompe à chaleur. Le mécanisme de compression, ici, ne peut pas être amplifié, ce qui limite la température que la pompe à chaleur peut fournir au radiateur à 55 degrés. Conséquence, si un logement est mal isolé et qu'il fait moins de 7 ou 8 degrés à l'extérieur, une partie de la chaleur produite s'échappe hors du logement et la pompe à chaleur ne suffit plus pour le chauffer. Il faut alors compléter le système de chauffage avec d'autres systèmes, comme par exemple des convecteurs électriques. Il existe aussi des pompes à chaleur hybrides qui associent une chaudière à gaz à la pompe à chaleur pour prendre le relais quand il fait trop froid. Ces options n'ont pas le même impact sur la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
Regardons maintenant comment l'efficacité des pompes à chaleur est un enjeu majeur pour l'ensemble du système électrique français. Sur ce graphique. Non, elle est massivement moins incisive et je le sais quand même. Ah bah c'est... Le radon est un gaz radioactif naturel indolore, incolore et inerte présent partout dans le sol, mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ah mais oui, je le savais en plus. Ce gaz s'accumule dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments. Il a été reconnu cancérigène pulmonaire. Ok, très bien, merci Nagwan. Oui, donc en effet, aéré comme ça, voilà. Oula, mais j'ai arrêté, c'est quasiment écran blanc là. Par chez nous, les propriétaires transforment les logements locatifs en saisonniers de tourisme qu'ils louent en meublé quand même pour éviter d'avoir à faire des rénovations. Non mais c'est clair que je pense qu'on pourrait imposer à l'intégralité des propriétaires de rénover entièrement et d'isoler en A+, je ne sais pas quelle échelle il existe dans l'isolation, tous les bâtiments qu'ils ont en leur possession. Et moi je vous le dis, ça permettrait déjà de ralentir des envies, des appétits trop grands de multipropriété. Et donc voilà. Oh, Choucroute Master, regarde, attends, Choucroute Master, il y a Choucroute Master qui est là. Bon bah salut, alors comment tu vas, Choucroute Master? Genre c'est radioactif d'habiter dans une maison en Bretagne, je découvre le dos. Ah, il faut aller voir des trucs, les Nedogawa. On va pas en parler ce matin, mais... Choucroute Master, t'es une resta. Attendez, on va montrer à Choucroute Master que c'est une resta quand même. Alors, Choucroute Master, t'es où? Ça va, on m'a mis en récup. Regarde, Choucroute Master. Choucroute Master, tu es juste là. Bon, il y a Difty et Écharpe aussi, mais Difty et Écharpe, c'est des restats depuis longtemps. Alors que c'est le moment de gloire de Choucroute Master en plein milieu. T'es dans un article de France Info, Choucroute Master. GG Choucroute Master, hein, bien joué. Refait, voilà, je voulais voir si tu réagissais. Wolf qui dit: je suis propriétaire, je vis dans mon appart et étrangement au syndic de copropriété, c'est le proprio qui loue qui vote contre l'isolation thermique de la façade. C'est étrange ça. C'est les multipropriétaires qui font chier. C'est étrange ça. Je dis de la merde probablement. Tu dis je vais l'amener avec moi faire des exhumations, on verra si ça le passionne. Je sais pas de qui tu parles mais... ça a l'air d'être assez énervé, ouais. Allez, les pompes à chaleur, parce que moi j'ai mon partenariat qui va en prendre un coup. Excusez-moi, je dis. Graphique, on voit la consommation énergétique actuelle de la moitié des logements les moins bien isolés et chauffés aux hydrocarbures en France. Ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre en moyenne. Maintenant, voyons ce qui se passe si on les équipe de pompes à chaleur. Premier scénario, pas de rénovation préalable et des convecteurs électriques sont installés en complément. La consommation moyenne d'énergie. Alors les convecteurs électriques, hein, c'est des très beaux noms pour dénommer ce qu'on appelle des grippins dans le milieu. Mais bon. Toutes sources confondues baissent. Et les émissions de CO2 aussi. Mais pour que ce scénario fonctionne, il faudrait beaucoup plus de puissance électrique lors des vagues de froid. Aux alentours de 5 gigawatts, soit la puissance de 5 réacteurs nucléaires. Dans le cas d'un modèle hybride, pas de gigawatts électriques supplémentaires à fournir, mais des émissions de CO2 2,5 fois plus élevées. Maintenant, voilà ce que ça donne dans un logement rénové, où les déperditions d'énergie ont été divisées par 4, comme chez Madame Garcia. La main sur le mur et tout. C'est du journalisme total. Là, on est sur du journalisme total. La main sur le mur pour tester et se faire « Ah ouais, c'est bien isolé quand même ». La consommation d'énergie est divisée par 15 et les émissions de gaz à effet de serre par 100. Et pour les jours de grand froid, le supplément de puissance n'est que 5 gigawatts, nom de Zeus, Marty, que de 0,5 gigawatts, soit un demi-réacteur nucléaire. Pour se chauffer mieux et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la pompe à chaleur ne pourra donc jouer pleinement son rôle que dans des logements bien isolés. Il y a le test au doigt mouillé comme ça, hop, et puis il y a la main sur le mur aussi. Hop là, moi j'ai la main sur le mur là. C'est super bien isolé chez moi, je vous le dis. Hein. Il est tiède le mur. C'est isolé, c'est sûr. Et les subventions de l'État
devraient être conditionnés à ce préalable, selon cet ingénieur de l'ADEME. La préconisation, c'est vraiment d'abord d'isoler, de diminuer les besoins et ensuite de changer son système. Aujourd'hui, dans la presse, dans les métros, c'est installer des pompes à chaleur, point. Ce message-là, à mon sens... Donc ça, c'est un message que je me dois de relayer dans le cadre de mon contrat. Voilà, excusez-moi. Il est beaucoup trop simpliste. En 2021, en France, 700 000 Ah oui, le doigt mouillé, c'est pour tester l'humidité de la pièce, excusez-moi. Oui, voilà. Donc chacun son test. Main sur le mur, doigt mouillé. Et normalement, vous êtes bien, quoi. dossiers de subvention MaPrimeRénov' ont été validés. Mais parmi eux, les rénovations globales, comme chez Madame Garcia, ne représentaient que 0,1% des... Tony Rouillon, elle minore un peu la question du bruit. La majorité de la population vit dans des zones urbanisées avec du voisinage. Oui, c'est vrai que ce qu'elle expliquait là, c'est que ça faisait énormément de bruit. Je suppose que quand tu vis dans un immeuble, si tu mets une pompe à chaleur par appartement, ou mettons par étage, si tu peux, je sais pas jusqu'à combien d'appartements ça peut recouvrir une pompe à chaleur. Et si tu as donc du coup 30 pompes à chaleur sur l'immeuble, je suppose que ça doit faire un sacré bruit d'avion de chasse en continu. Donc bref. Mais ça veut rien dire de compter en réacteur nucléaire, c'est dans quel mode de fonctionnement et pendant combien de temps. Non mais Lazy Lizard, ces comptages-là, de toute façon, c'est vraiment histoire de dire regardez ça baisse. Hein. C'est vraiment trouver des manières de dire regardez ça baisse. C'est toujours la même chose. Il y a Syllabus qui a fait une vidéo intéressante sur le chauffage dans la maison. Ah bah j'irai voir ça, tiens Syllabus, j'irai voir ça. Donc il y a l'hélice de la casquette hein, qui fait un peu de bruit aussi évidemment, regardez. Regardez le bruit qu'elle fait. Ah. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ah. Mes voisins se plaignent constamment. Il manque les unités, ça me stresse. Non mais 0,5 réacteur nucléaire. Voilà, Lazy Lizard. Lequel, comment, à quel fonctionnement, c'est bon. Compter en réacteur nucléaire, c'est l'équivalent énergétique de mesurer les astéroïdes en Manhattan. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc l'astéroïde, il fait 3 fois Manhattan. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Allez, on avance maintenant, s'il vous plaît. C'est pour que les gens comprennent, quitte à dire des absurdités. Les travaux soutenus. La faute à la complexité et au manque de lisibilité. Non, c'est pas du tout la faute à la complexité et au manque de lisibilité des crédits alloués. C'est les propriétaires qui ne veulent pas isoler qui ne veulent pas débourser un centime pour isoler leur appartement. C'est tout. Merci, bonsoir. Non mais c'est pas possible ça. Le manque de visibilité, le manque d'incitation économique. Non. C'est les proprios. C'est le problème. Flogroup, bon alors t'es pas en manif Marcel? Si, bientôt. Bientôt en manif. Mais d'ailleurs je vais arriver en retard à la manif, hein, ça va être compliqué. Mais je vais courir. Des crédits alloués, regrette ce rapport du Sénat. Plus d'1 million de pompes à chaleur ont été installées en France la même année. Merci beaucoup. Oui, non, mais c'est Permafrost, t'as raison. C'est histoire de donner une estimation. Et c'est aussi dans le cadre de ces reportages-là du Monde où ils aiment toujours beaucoup mettre des graphiques pour imager, etc., pour qu'on comprenne un peu mieux, etc. Forcément, quand on est comme Lazy Lizard et quand on est un peu plus spécialiste ou qu'on est un peu scientifique, ça peut un peu casser les... Voilà. Je peux comprendre. Il n'y a pas que des mauvais côtés à faire ce genre de graphiques et de faire comprendre aux gens. Même si c'est vrai que pris comme ça, quand tu les alignes tous, ça veut un peu rien dire parfois, quoi. Salut Milo. Salut Allo Minéral. Salut Marcel, t'inquiète pas, même en arrivant à midi, les derniers ce ne sont pas partis. Mais oui, c'est ça. Je peux arriver bien à la bourre à la manif et la faire quand même, c'est l'avantage. Joli sponsoring Marcel. Merci beaucoup Gilles. Donc voilà, donc à partir de maintenant, je dois parler une demi-heure de pompe à chaleur à chaque stream. Donc moi, ça m'arrange bien aussi parce que du coup, ça me permet d'avoir à trouver moins de sujets. Mais comme c'est des choses qui sont... j'arrête de dire des conneries. Ou qu'ils n'ont pas les sous, Pierred. Qu'ils n'ont pas les sous, les propriétaires. Bon, ils revendent. Ils revendent leur appartement à quelqu'un qui a les sous pour le rénover. Voilà, c'est tout. Alors je dis surtout les multipropriétaires, hein. Je dis pas les propriétaires de leur logement qui sont endettés, etc. C'est surtout les multipropriétaires que je vise, ce qui est la majorité des logements, je vous rassure.
Brocavision qui dit « Je vis dans un immeuble où la majorité des proprios le sont depuis 40 ans dans un ancien quartier ouvrier. Aujourd'hui, avec la retraite, ils n'ont pas les moyens de sortir les 15 K par proprio pour faire la rénovation de l'immeuble qui est nécessaire. Si je faisais le mauvais esprit, je dirais qu'ils n'ont qu'à vendre leur appart, qu'il faut une fortune par rapport à quand ils l'ont acheté, mais ça ne serait pas juste et de droite. » Non mais il y a certaines situations où évidemment c'est compliqué de sortir la thune, etc. Évidemment qu'on ne va pas dire aux gens « Cassez-vous de là où vous habitez, vendez votre appart. » Et aller habiter dans un appart. En plus, sûrement que pour acheter un appart, en utilisant l'argent qu'ils auront en ayant vendu leur appart, ils devront aller vivre dans un appart moins bien isolé, moins je sais pas quoi. Donc on va pas leur dire de faire ça. Ce qu'on dit quand on dit les propriétaires, on dit les multipropriétaires, ceux qui louent à d'autres gens. La majorité, il y a beaucoup de gens qui sont dans le parc locatif privé et tout ça, tout ce parc locatif privé, c'est des multipropriétaires qui ont ça. Donc c'est ces gens-là d'abord peut-être qui doivent rénover. Pour les gens qui sont proprios de leurs propres immeubles, appartements, etc. Enfin, immeubles. Je suis proprio de mon immeuble. Qui sont proprios de leur maison et de leur appartement. C'est complètement différent. Dans un immeuble, par exemple, quand on est proprio de son appartement, on est grave dépendant, comme l'expliquaient d'autres, de l'ensemble des autres propriétaires de l'immeuble. Parce que pour rénover une façade, il faut que tout le monde soit d'accord. Pour rénover l'immeuble, et ça sert à rien de... Ça sert beaucoup plus de rénover l'ensemble de l'immeuble d'un coup qu'un appartement. Et quand on a sa maison, là, c'est galère en termes de financement et tout. Oui, là, il y a peut-être des choses à faire, à viser sur ces personnes-là en particulier, peut-être. Et sûrement que le financement est mal fait. Mais bon, la complexité des financements, c'est pas le problème principal, quoi. Le frein principal, c'est qu'il y a des personnes qui veulent pas mettre la thune, c'est tout. Par exemple, si on parle des pompes à chaleur, en effet, les pompes à chaleur, apparemment, c'est le Far West en termes de marché, quoi. Si vous voulez faire une pompe à chaleur, appelez Nagual, hein, parce que sinon, vous allez vous faire arnaquer, quoi. Les pompes à chaleur sont vendues 3 fois le prix qu'elles devraient être vendues, etc., etc. Si on parle, par exemple, pas d'isolation, mais des pompes à chaleur. Donc oui, il y a des problèmes de régulation du marché aussi. C'est bizarre, d'ailleurs, que le marché ne se régule pas automatiquement. C'est assez étrange, ça, mais bon. Que voulez-vous ? En vrai, c'est important de rappeler de temps en temps qu'on parle de propriété lucrative parce que c'est pas clair pour tout le monde. Mais oui, voilà. Donc je le rappelle. Donc moi, je parle de propriété lucrative et pas de propriété de vie. Voilà. Différence entre propriété d'usage et propriété lucrative. Heureusement, si vous allez sur pac.fr/Marcel, vous avez 15% de réduction sur toutes les pompes à chaleur. Coup de chance, coup de chance. Hello les gens, j'arrive à la fin. Non, t'inquiète Scarex, on est ensemble jusqu'à 11h. On est ensemble jusqu'à 11h. Lucrative ou juste multiple, voilà. Lucrative, propriété lucrative, multiple, etc. Alors, relance du nucléaire, il n'y a pas assez de travailleurs bien formés pour construire de nouveaux réacteurs. Alors, on a parlé d'énergie, on va parler nucléaire maintenant avec un article de Basta, un article de Nolwenn Weller. Donc, Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire parce que, évidemment, quand on veut passer au tout électrique, il faut de l'électricité. Non, je refuse. Vegan extrême, arrête de dire. Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire. Problème, il n'y a pas pour le moment pas assez d'ouvriers et techniciens compétents pour tenir le calendrier annoncé. La réforme des retraites risque encore d'aggraver la situation. La relance du nucléaire semble bel et bien partie. C'est en tout cas le souhait de notre président de la République Emmanuel Macron. Il y a un an, à Belfort, il annonçait la construction de 6 puis 8 nouveaux réacteurs EPR. Il y a quelques jours, le Parlement a voté une loi simplifiant les démarches administratives nécessaires à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. En ce 3 février, Emmanuel Macron a réuni un conseil de politique nucléaire afin de fixer la feuille de route de cette relance, avec un calendrier de construction des 6 nouveaux réacteurs EPR pour entrer en service à partir de 2035. Spoiler alert, ça ne sera pas avant 2045 si ça se fait. Un programme pour développer les petits réacteurs modulaires, ainsi que la prolongation des réacteurs existants. Problème, il ne répond toujours pas à la question que beaucoup de monde se pose à l'intérieur des centrales. Qui construira ces nouveaux réacteurs et dans quelles conditions ?
Des ouvriers toujours moins nombreux. Salut Kago, comment tu vas? Le projet d'Emmanuel Macron fait penser au plan Mesmer, du nom du Premier ministre, qui lança le programme nucléaire civil dans les années 70, entraînant la construction des 58 réacteurs français actuels. Mais EDF a bien changé. Donc évidemment, depuis les années 70, EDF a un petit peu changé de visage en termes de population qui y travaille, formation de ces personnes, de ces ouvriers et ouvrières. La sous-traitance s'est massifiée et les politiques de réduction des coûts liées à la mise en concurrence ont fragilisé la grande entreprise publique. On a une évolution sociologique majeure au sein d'EDF. Le nombre de personnels travaillant à l'exécution a beaucoup diminué et le nombre de cadres a beaucoup augmenté, souligne Virginie Neumaillet, représentante de la CGT au comité social et économique central EDF SA. Je vous invite vraiment à aller regarder et écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, cette surchauffe, cette série podcast qui est faite par Radio Parleur et Basta, et il me semble que c'est la même journaliste. Tac. Attendez. Alors, soutenir évidemment. Ah oui, voilà. C'est la même journaliste Nolwenn Weller de Basta qui travaille sur ce sujet-là avec Radio Parleur. C'est une série de 4 émissions d'une vingtaine de minutes qui est très très intéressante sur justement toutes ces questions-là d'ouverture aux prestations, etc., de perte de savoir-faire, etc. Ça roule, à HBKago, on roule tranquille. Hein. On roule en électrique ce matin d'ailleurs. Donc voilà, je vous l'ai mis dans le chat si ça vous intéresse. Bien évidemment. J'ai rien raté en termes de... C'est bon, tout va. Alors, la situation côté emploi est si critique qu'en avril 2022, une alerte sociale a été lancée par la CGT. Depuis 2014, 8800 emplois ont été supprimés. Le taux de remplacement se dégrade d'année en année. Les entrées et sorties ne sont pas en adéquation avec l'évolution de la charge de travail. Le recrutement ne répond pas aux enjeux industriels majeurs, dont le renouvellement du parc à venir et le grand carénage, avertit le syndicat. La CGT s'alarme de la fonte des effectifs à l'exécution, qui inclut les métiers ouvriers et de techniciens, ceux qui sont sur le terrain et sont à même d'entretenir et construire des outils de production d'électricité, tels que les centrales nucléaires. La voiture nucléaire propre, exactement, Baleno. On est là-dessus, nous. Hein. On roule en voiture nucléaire propre. Aujourd'hui, la plupart des emplois créés à EDF concernent le tertiaire, constate Laurent, agent de conduite dans une centrale depuis 30 ans. Ils font de la paperasse, ils organisent, ils font des réunions. Hein, voilà, de plus en plus de cadres, ceux que Lordon a appelés les parasites récemment, les managers, les cadres, ils sont assez éloignés du boulot concret que requiert la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire. Le collège cadre représente pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise 50% des effectifs, reprend la CGT. Le nucléaire Aujourd'hui, la plupart des emplois créés à EDF concernent le tertiaire. Si l'on s'en tient aux seules centrales nucléaires, la proportion de cadres est un peu moindre, environ 36% et 60% pour le collège maîtrise, qui compte quelques agents allant sur le terrain, mais surtout des chargés de surveillance de chantiers effectués par des sous-traitants. Les effectifs de l'exécution restent peu fournis et représentent moins de 5% de l'effectif total. Donc 5% d'exécutants... Si on s'en tient là, la proportion de cadres est un peu moindre, 36% et 60% pour le collège maîtrise, donc des personnes qui viennent sur le terrain, qui sont chargées de surveillance des chantiers effectués par des sous-traitants. Donc là, il y a énormément de gens qui sont développés dans la surveillance de sous-traitants, vu qu'on sous-traite de plus en plus de choses à d'autres entreprises dans le fonctionnement des centrales nucléaires. Qui dit sous-traitance dit des cadres, enfin des cadres de maîtrise, là, comment on appelle ça, cadres de maîtrise on dit, dans les centrales pour surveiller les prestataires qui viennent de l'extérieur. Le téléphone pour Twitch, c'est une galère. Il y a des fois, je vois des messages, je comprends pas ce de quoi vous parlez, hein, vraiment. Je comprends. C'est curieux quand on me parle de contrôle qualité concernant la tuyauterie d'une centrale nucléaire, j'ai immédiatement des sueurs froides. Ça fait un peu peur.
Chef de projet aussi, non. Ouais, Angel Andia. Je ne sais pas à quoi correspondent exactement toutes ces appellations. J'avoue que j'ai pas les hiérarchies, les cadres. Est-ce que c'est... Je sais pas exactement là. J'avoue que je suis un peu dépassé par les événements. Hein. J'ai pas assez bossé dans des grosses entreprises comme ça. Tu vas avoir des ingénieurs avec les cadres quand même, parce que 50% de managers, ça fait un peu beaucoup quand même. Non, mais Critical Shui, il y a plein de cadres qui sont des ingénieurs. Je pense. Il y a toute une partie des cadres qui sont des ingénieurs, je pense. Salut. Merci beaucoup, camarade, pour les 30 balles. Merci à toi. Merci de la quicheta qui vient de tomber. C'est parti, quicheta. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta. Yeah, je veux la quicheta. Souking, Khus, Carnaval, on est stop. Aïe, 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 aïe. Bénéf au max. Aïe, 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 aïe. Bénéf au max. 30 balles, là. Let's go, GG le don. Hein. Merci beaucoup pour tous vos dons. Merci pour tous vos dons. Hein. Let's go. Hein. Ça fait grave plaisir. On est bien là, on est bien ce matin. Bénéf au max. C'est des cadres et souvent des managers aussi. Voilà, ce sont des cadres et des managers, chefs de projet. Enfin, voilà, c'est tous ces métiers qui se confondent. Sachant qu'en plus, tous les ingénieurs qu'on forme aujourd'hui, c'est pas des ingénieurs dans l'image qu'on a de connaisseurs, du scientifique, etc. C'est plus des chefs de projet, quoi. C'est pas du tout, c'est plus les mêmes métiers, quoi. J'ai l'impression de ce que je. Mais bon, on va pas revenir sur le. Faudrait qu'on fasse une émission là-dessus sur qu'est-ce qu'on appelle un ingénieur aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Salut Saboteur 1312, comment tu vas? Des managers qui savent pas c'est quoi une multiprise. C'est un peu technique ça, c'est un peu technique. Hein. C'est un choix stratégique de notre direction pour sous-traiter les activités techniques, déplore la CGT. Ce tournant organisationnel opéré au début des années 90 fait passer l'activité des agents EDF du faire au faire-faire. Ils arrêtent de travailler sur les circuits, vannes et tuyaux qui courent dans les centrales nucléaires et se mettent à contrôler le travail des sous-traitants dont le nombre explose. Ce choix conduit à ne plus être capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne de maintenance de nos outils industriels, s'inquiète la CGT. Apparemment conscient du problème, EDF a réinternalisé certains métiers qu'elle s'était appliquée à supprimer. Robinettier, tuyauteur, soudeur notamment, mais le compte n'y est pas. Alors on a sous-traité toutes ces choses-là qui étaient assez essentielles, évidemment, en termes de savoir-faire, parce que quand c'est des boîtes de sous-traitance qui viennent s'occuper de votre tuyauterie, si jamais vous avez un problème, bon, on appelle l'assurance, on appelle le SFV de la boîte de sous-traitance. Oui, bonjour, vous êtes venu mettre un tuyau là qui fonctionne pas, la centrale est à 2 doigts de péter, est-ce que vous pourriez repasser ? Un message automatique qui répond nous vous rappellerons dans les 48 heures. C'est plus côté technique, managériel ou commercial maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il y a toute une évolution comme ça. Mais là, je parle un peu, j'avoue que je parle un peu en l'air comme ça et je pense que ça demanderait un peu de travail pour comprendre un peu ce besoin de l'évolution. Parce qu'il n'y a pas que à EDF qu'il y a une montée du nombre de cadres par rapport au nombre de salariés, du pourcentage de cadres dans une grosse entreprise comme EDF, il y en a partout. Et il faudrait voir ça de manière un peu plus grande. Il faudrait travailler, peut-être prendre quelque chose de l'ordre de la sociologie du travail pour essayer de travailler et de comprendre ce que ça veut dire en termes de transformation dans le monde de l'entreprise, d'évolution, voilà. Il y a plein de choses, je pense, très intéressantes à aller voir là-dessus. Sur la manière de travailler, etc. Organisation du travail, organisation du monde des entreprises, voilà. La SNCF rétropédale aussi sous la sous-traitance. Alors voilà, là par contre, la sous-traitance, tout le monde en a utilisé à outrage dans les années 2000, mais là maintenant, les gens commencent à se rendre compte que c'est un peu galère, notamment en termes de sécurité. La sous-traitance et la sécurité, ça va pas trop de pair. Généralement. Évidemment, toujours quelqu'un qui trouvera un contre-exemple. Mais pour le personnel restant, c'est difficile de gérer la charge de travail et d'acquérir de nouvelles compétences, signale Virginie Neumayer. À cela s'ajoute la perte de confiance dans l'entreprise et donc une baisse de l'implication des salariés. Beaucoup font quelques années à EDF et partent dans la pétrochimie, par exemple, où ils sont carrément mieux payés, remarque un agent EDF, ingénieur mécanique dans le secteur nucléaire. C'est vrai aussi du côté des prestataires, il n'y a qu'à voir le mal qu'ils ont à trouver des soudeurs suffisamment formés, compétents et nombreux pour assurer le chantier de correction des problèmes de corrosion sous contrainte. Voilà, hein, le problème de corrosion sous contrainte, c'est tout un problème qui a été détecté il y a 2 ans, je crois, ou en tout cas assez récemment sur certaines centrales nucléaires françaises, et qui a fait que beaucoup de centrales sont restées fermées assez longtemps. Je crois qu'elles commencent à rouvrir doucement mais sûrement.
Et donc, il a fallu trouver évidemment des soudeurs suffisamment formés pour intervenir. Et les boîtes de Presta avaient du mal à trouver ce genre de gens, quoi. Il doit y avoir un truc en rapport avec le pognon pour les cadres. Dans ma société, on est tous embauchés en tant que cadre. Je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, l'avantage d'embaucher des cadres, c'est que tu passes outre les 35 heures. Ça te coûte un peu plus cher, mais les 35 heures, c'est dans le rétro, comme on dit. Plus il y a de cadres, plus beaux seront les tableaux. Exactement, Vegan Extreme. Valeno, Vegan Extreme, il y a une battle là ce matin, ça fait plaisir. Dans ma boîte, il y a 7 niveaux de rapport hiérarchique entre l'ouvrier et le PDG. Sauf si tu es en forfait heure. Voilà, sauf si tu es en forfait heure, et là, c'est différent. Bon, oui, voilà, c'est pour ça que c'est difficile de faire des généralités sur ces transformations-là, et que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, faudrait qu'on voit ça. J'ai pas toutes les subtilités, etc. Ah, c'est donc ça, les 35 heures. Ouais, les 35 heures, c'est ça, ouais. Le secteur parviendra-t-il à recruter? Les syndicats et travailleurs des centrales ne sont pas les seuls à être inquiets. Auditionnés en septembre 2022 par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, l'Autorité des sûretés nucléaires, ASN, affirme que pour construire 6 EPR et soutenir l'activité d'entretien et de démantèlement des anciens réacteurs, les besoins en ressources humaines sont considérables. 100 balles, let's go, 100 balles. Allô? Allô, 100 euros, vous avez entendu? 100 euros qui ont été lâchés, hein. 100 euros. Je répète, 100 euros, merci beaucoup. Merci pour la thune. 100 balles, let's go. Merci beaucoup pour l'argent, camarade. La quicheta, et donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta, et je veux la quicheta. Souking, Hus, Carnaval, on est stop. Aïe, 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 aïe. Bénéf au max. Aïe, 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 aïe. Bénéf au max. Oui, et en effet, comme dit Tony Rouillon, il n'y a pas que du négatif à l'augmentation des cadres, etc. Ça peut être aussi des politiques syndicales de reconnaissance du niveau de qualification qui a fait monter le nombre de cadres aussi. Voilà, il y a pas. C'est pour ça que je dis que voilà, on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait vraiment se poser pour comprendre ce truc-là. Il y a peut-être des gens aussi qui ont été ouvriers longtemps, qui ont une reconnaissance plus large de leur capacité, de leurs compétences, etc. et qui sont montés en grade. C'est possible aussi. Merci beaucoup en tout cas pour les 100 balles. Merci à vous. On ignore toujours à quel point il y a des points communs entre le monde des pétroliers et le nucléaire en termes de compétences. Les ingénieurs du pétrole vont être utiles pour la transition électrique. Les fluides les plus performants sont toujours dérivés du pétrole et on utilise max dans les technos plus performantes ou moins consommatrices. Ok. Bon. D'après EDF, il faudrait environ 60 000 personnes pendant plusieurs années pour construire 6 EPR. Donc, le problème de construire 6 EPR tout en ayant un parc nucléaire déjà assez vaste qu'il faut entretenir, etc., c'est qu'il faut évidemment beaucoup de monde. D'après EDF, il faudrait environ 60 000 personnes pendant plusieurs années pour construire 6 EPR. Cela signifie recruter au pas de course des milliers de travailleurs. La main-d'œuvre qualifiée requise ne sera selon toute probabilité pas intégralement disponible sur le territoire national, signale l'ASN dans l'audition du CESE dont Basta a pu consulter le compte-rendu, excusez-moi. D'autant que l'attractivité des métiers de la filière dans un contexte de désindustrialisation est incertaine. Salut Joseph Maritime. Tout ceci nécessite un travail fondamental sur les compétences et l'attractivité du métier, concédait le PDG d'EDF, Luc Rémond, lors d'une audition au Sénat en décembre 2022. D'autant plus fondamental que d'après lui, le facteur de compétitivité du nucléaire, c'est principalement le temps que nous mettons à développer, dans des délais de construction raisonnables, de nouveaux réacteurs. Reste à définir ce que sont des délais de construction raisonnables. Ce n'est pas comme si on était en train de construire un EPR depuis 15 ans, avec une mise en service qui ne fait qu'être repoussée, ironisent de vieux routards du nucléaire, qui ont participé au lancement du premier programme dans les années 80. Le PR de Flamanville devait entrer en service en 2011. Après de multiples défauts constatés dans sa construction et une explosion des coûts, sa mise en service est désormais prévue en 2024. On l'allume en même temps qu'on allume la flamme olympique au JO de Paris. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Attends, mais il y a du monde à 10h là au final? Attendez, mais moi je suis pas au courant de tout ça là, Difty. Ah, on me libère à 10h? Faut me dire, hein.
Faut me dire les programmes. Hein. Redites-moi, je vais me mettre sur le Discord et vous me dites. Ah mais je suis déjà sur le Discord. Ok d'accord, bon, bah passez. Je finis l'article par contre si ça vous dérange pas. Le père de Flamanville devait entrer en service en 2011. Après de multiples défauts constatés dans sa construction et une explosion des coûts, sa mise en service est désormais prévue en 2024. La catastrophe industrielle de l'EPR est sidérante, tant d'un point de vue économique qu'au regard des délais et des malfaçons, remarque Nicolas Spire, sociologue du travail, qui a réalisé plusieurs expertises dans les centrales nucléaires. Ce manque de maîtrise du processus industriel doit beaucoup aux défauts de compétences au sein d'EDF et aux logiques de sous-traitance dans lesquelles l'entreprise s'est enfermée. Squattage de piquet, je vais me faire pousser du piquet. Donc voilà. La catastrophe industrielle de l'EPR est sidérante, tant d'un point de vue économique qu'au regard des délais et des malfaçons. Donc il explique, ce manque de maîtrise de processus industriel doit beaucoup aux défauts de compétences au sein d'EDF et aux logiques de sous-traitance dans lesquelles l'entreprise s'est enfermée. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, hein, de chercheurs, de spécialistes de ces questions-là qui disent quand même que c'est ça. Il y a eu en règle générale une énorme perte de savoir-faire de la part d'EDF sur la question du nucléaire. En plus, l'EPR est quand même une techno qui est complètement différente de ce qu'on a pu installer en termes de parc nucléaire en France et donc qui pose plein d'autres problèmes. Et en plus, le recours à la sous-traitance n'aide pas du tout pour ce genre de bail. Depuis 2013, les démissions ont été multipliées par 2 à EDF. Côté recrutement, le bilan social 2021 d'EDF n'augure pas des jours faciles. On y apprend que depuis 2013, les démissions ont été multipliées par 2. Avant, on ne démissionnait pas d'EDF, remarque la CGT. Et ce n'est pas la suppression du régime de retraite des industries électriques et gazières, l'IEG, qui va inverser la tendance. Bien évidemment. En vigueur depuis 1941, ce régime fait partie de ceux que la réforme des retraites du gouvernement Borne prévoit de faire disparaître. L'âge moyen de départ y est actuellement de 60 ans. Comment former et recruter des dizaines de milliers de travailleurs manquants pour fabriquer les nouveaux réacteurs, tout en leur disant qu'ils seront moins bien payés que d'autres dans d'autres secteurs et qu'ils partiront en retraite 4 ans plus tard. Ni la Première ministre ni le Conseil présidentiel du politique nucléaire n'ont apporté de réponse à cette équation. On est presque en place. Ah bah parfait, mais j'étais même pas au courant que tu faisais un stream à 10. Je pensais que je finissais à 11, Kago. Mais trop cool, tranquille, je meuble et vous me dites quand vous êtes bon. Nolwenn Weiler donc pour cet article-là. Et donc on va finir là-dessus, on reprendra demain sur la vidéo que je voulais vous montrer, sur les retraites et le rapport entre retraite et écologie, parce que c'était déjà un peu le lien qui se faisait là. Évidemment, la question qui est soulevée à la fin de cet article est vraiment très intéressante, de dire est-ce qu'on ne devrait pas quand même un peu prendre soin des personnes qui s'occupent de nos centrales nucléaires, quand on sait à quel point voilà, c'est sensible le nucléaire un petit peu. Ça serait pas mal que ça se passe pas mal du côté des centrales nucléaires. Au-delà du débat, là on parle bien évidemment au-delà du débat pour ou contre le nucléaire. Je dis, là on a des centrales qui tournent, est-ce que ce serait quand même pas mal que c'est les gens qui bossent dans ces centrales-là soient des gens qui soient salariés de l'EDF, qui soient des personnes qui connaissent bien leur métier, qui soient des personnes qui soient bien payées et qui soient bien formées techniquement. Pour des choses aussi sensibles que le nucléaire, ça pourrait être pas mal de pas trop faire appel aux prestataires, quoi. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. On est presque là. T'inquiète, Difty. Donc voilà, je bouge les gens. Passez une bonne journée, bonne grève et manif à tous. Merci pour ce stream instructif et sympathique. Et du coup, on a passé beaucoup de temps sur les pompes à chaleur et moins sur l'écologie, vu que j'avais réglé mon temps sur 3 heures de stream. Donc du coup, c'était pas si... Voilà, on n'est pas arrivé au point où je voulais arriver. Mais bon, écoutez, on finira demain. Ça vous va? On finira demain. Demain, normalement, je restream sur le piquet de 8 à 10, si je me trompe pas. Voilà. Donc, Arc, pardon. Non, mais Kago, tant mieux. Mais comme ça me permet d'aller à la manif et Kago et tout, c'est trop cool. C'est trop cool, t'inquiète. Le lobby de la pompe, le lobby de la pompe à chaleur, voilà, n'a qu'à bien se tenir, on pourra en reparler demain. Mais je vous ai dit, maintenant j'ai un contrat, donc tous les jours je dois en parler une demi-heure. Que ce soit sur le piquet ou que ce soit sur mon stream perso. Le lobby de la pompe comprendra que... Voilà. J'expliquerai ce qui s'est passé. Marcel de la pompe, exactement. Alors que nous, on va juste écouter des blips et des bloops apolitiques. Mais c'est très... c'est très bien, Kago. C'est très bien. La pompe maltaise, bien évidemment. On découvrira dans quelques années qu'il a reçu des casquettes des fabricants de pompes à chaleur. Exactement.
C'est exactement ça qui va se passer. Ça serait énorme que je trouve des casquettes de pompe à chaleur. Attendez, c'est où? L'autre jour, j'ai vu une casquette, je me suis dit, je vais absolument l'avoir. Moi, j'aime trop les casquettes de fast-food, j'avoue. Mais à un moment donné, je taffais dans des fast-food, donc je pouvais récupérer les casquettes. Mais maintenant, je fais du streaming, donc voilà. C'est loin derrière. On va y retourner une fois qu'on aura plus de chômage, mais... La bise Zippolette, voilà. Bon j'espère que tout le monde va bien manifester, que ça va manifester quand même encore en masse aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'on sera peut-être un peu moins nombreux et nombreuses, notamment parce que c'est les vacances scolaires pour une certaine partie de la population en France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la manif, à passer à la manif à côté de chez vous. Il y a beaucoup de manifs, même dans les petites villes. Enfin, dans les villes petites et moyennes. Donc n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas un petit cortège qui se balade dans une ville pas loin de chez vous. Notamment, je pense aux personnes qui vivent dans les zones rurales, etc., loin de toute grande ville. Et c'est sûr que parfois, et on comprend très bien ça sur ce stream, ne vous inquiétez pas, c'est dur de faire 1h30 d'aller-retour en bagnole, de cramer je ne sais pas combien d'argent dans l'essence pour aller manifester. Mais il y a beaucoup de manifs en local qui s'organisent et qui se font. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous et à passer faire un tour à la manif. Ça permettre de grossir les chiffres, ça vous permet de discuter et de rencontrer des gens souvent fort sympathiques et de gauche. Alors pas que de gauche dans cette manif de réforme des retraites, mais il y a des gens de gauche. Bref, voilà. Marcel de la Plonge, Origin Story, exactement Nagol. Non, mais je vais écrire un storytelling autour de ma personne, je pense. From the plonge to the sky. Il paraît que dans les villes moyennes, les manifs font flipper les députés locaux mieux que les grandes villes. En effet, les manifs moyennes ont une grosse force de frappe parce qu'il y a beaucoup de députés locaux, et notamment de la majorité ou par exemple de LR, qui hésitent encore si elles vont voter oui ou non pour la réforme des retraites. Et une pression locale, parfois, peut faire changer, basculer un vote. Donc voilà, elles sont tout aussi importantes, ces réformes-là, ces manifestations-là. Les manifestations dans les grandes villes permettent de faire gonfler le chiffre énormément, et les manifestations plus locales, enfin dans des villes plus moyennes et petites, permettent de mettre la pression localement sur certains et certaines députés. Perso, je ne peux pas venir en manif, mais je vais remplir les caisses de grève. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas faire de manif, on ne vous force pas à faire de manif. Voilà. Alors, le truc qu'on dit des fois, c'est de dire, il faut pas se dire je pourrais aller à la manif, mais aller par confort, je donne de l'argent, c'est mieux. Je dis pas que vous le faites, je dis que ça pourrait être une idée. Il vaut mieux dans tous les cas aller à la manif, c'est le mieux. Mais il y a plein de personnes qui ne peuvent pas faire peuvent pas faire grève, qui ne peuvent pas manifester pour tout plein de sortes de raisons. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et si vous pouvez donner, si vous êtes en mesure de pouvoir donner, allez-y. Et c'est déjà très très bien. C'est quand tu veux? Ok, trop cool. Bah allez-y, on va pouvoir se lancer. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi le stream ce matin. Je passe donc la main à Kago pour un petit stream chill bruit. J'ai pas très bien compris, on va essayer de découvrir ça ensemble. Voilà, est-ce que vous êtes dans le disque ou pas? Ah, ils sont en dessous. Merci à vous toutes et tous. Hein. Marcel, t'as pas vu, mais je disais pas impossible que je trouve une casquette du pack. Ah, s'il te plaît, Barbara Lagossis, s'il te plaît. Bon. Merci pour la chaleur humaine, merci à vous. Hein. Bonjour Difty, bonjour Kago, comment ça va? Salut. Ça va. Ça va bien? Ça se passe bien? Bien Réveillé moi, ce matin? J'ai zéro casquette sur la tête, mais à part ça, ça va comme quelqu'un qui a zéro tête sur la tête. Quoi. Très bien, très bien. C'est lourd un peu, c'est lourd à porter. Mais bon, c'est lourd parce que nos vieux heureuses donnent beaucoup et c'est magnifique. Voilà, je suis politique. Bon, allez. Je vous lâche le truc, je fais un décompte. J'aime bien commencer mes décomptes à 13 pour finir à 10. Donc à 10, je coupe. Merci à toutes et à tous. Des gros bisous à vous. Allez, le décompte.